Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle réunion consacrée au projet Inspire. Ce soir, nous sommes à Beaumont, donc alors évidemment de manière virtuelle, et nous allons consacrer plutôt cette réunion à accentuer la présentation sur le secteur sud. Alors le secteur sud, c'est Romagna, Serra, Pérignal et Sarliève, Beaumont évidemment, et puis voilà, je crois que parmi les maires qui peuvent nous suivre ce soir, il y aura peut-être aussi celui de Saint-Genès-Champanel, mais nous aurons une réunion le 24 mars à Saint-Genès-Champanel. Cette réunion, elle va se dérouler de la manière suivante. Vous allez avoir des présentations, puis évidemment, vous allez pouvoir intervenir. Alors, pour participer au cours de la réunion, on vous propose deux moyens. Le premier, c'est vous avez une petite icône en bas de votre écran où vous avez des petites bulles de paroles. C'est un Q&R, questions-réponses, et on vous propose d'abord de poser des questions par écrit. Et si vous voulez prendre la parole pour donner votre avis, les poser à l'oral, enfin voilà, dire ce que vous voulez, vous pouvez lever la main à côté. Vous avez une petite icône avec une main et ça vous permet voilà, de solliciter la parole. Et lorsque vous avez sollicité la parole, et ben, ça se passe de la manière suivante, c'est que on vous la donne, on vous ouvre un micro, puisque vous avez sûrement vu que de manière systématique, toutes les caméras et tous les micros sont éteints. Donc on vous ouvre la possibilité on vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro, vous l'ouvrez, puis voilà, vous parlez et on vous écoute. L'idée, c'est, de peut-être de vous présenter, hein, de telle manière qu'on garde des traces de tout ce qu'on se dit et puis, de faire des interventions relativement courtes. On aura la même exigence, voilà, du côté, des maîtres d'ouvrage, donc du SMTC, de la métropole, voilà, de faire, que ça soit suffisamment interactif et puis, de rester évidemment bienveillant et courtois, mais enfin ça, on n'a eu aucun problème de ce côté-là et je suis persuadé qu'il n'y en aura aucun. Alors, un premier dialogue, 3 mois pour ce premier dialogue. La concertation réglementaire, alors la concertation réglementaire, elle porte sur un objet. C'est bien pour ça que, on vous présente quand même un projet qui est assez, avancé. Ça ne veut pas dire qu'il est finalisé, ça ne veut pas dire qu'il est terminé, mais ça veut dire qu'il a dû faire l'objet d'un certain nombre d'études, de telle manière qu'il soit, suffisamment mature pour vous être présenté. Donc, il y a pas mal de choses dedans. Et c'est une obligation légale que de faire cette concertation réglementaire. Et vous verrez que le SMTC et la métropole ont d'ailleurs choisi d'étendre cette concertation et en tout cas d'en faire un vrai temps de dialogue extrêmement large. Donc elle dure quasiment 2 mois et demi, près de 3 mois. Elle sert à faire connaître le projet, à recueillir vos avis et vos suggestions, et puis à faire évoluer le cas échéant le projet, notamment alors de manière plus ou moins large, évidemment, mais en tous les cas, c'est comme je vous le disais, ce n'est pas un projet qui est arrêté, c'est un projet qui est soumis à concertation et soumis à discussion. Donc en fait, on tirera à la fin de cette concertation un bilan qui reprendra tout ce qui sera dit pendant ce temps de dialogue, ces temps d'échange, et puis que ce soit au cours des réunions publiques, mais également sur les cartes T, dans les registres, dans les mairies. Et puis on en fait un bilan argumenté, et puis la métropole et le SMTC eh ben, délibéreront et en feront une synthèse de telle manière qu'ils donneront un petit peu les grandes lignes vers lesquelles ils souhaitent avancer. Et puis tout cela sera remis en concertation au moment de l'enquête publique. Jean-Yves Beclerc vous en parlera tout à l'heure. Comment participer donc dans le temps de cette concertation? Ben, vous avez vu qu'il y a des outils numériques. Donc vous avez le site internet du projet, vous avez également la plateforme de participation qui vous permet de dialoguer. D'ailleurs, il y a un chat qui vous permet de dialoguer entre vous. Vous avez des documents papier avec un dossier de concertation dans chaque mairie ainsi que des registres qui sont disponibles pour écrire. Vous avez une exposition, voilà, des panneaux. Vous avez des rencontres, donc que ce soit ces réunions publiques comme celle de ce soir, des ateliers, des balades qui sont organisées.
tout évidemment est fait de manière distancielle, sauf samedi après-midi, puisque nous étions sur un des lieux de projet Renou Balinvilliers, en balade virtuelle par petits groupes de 5 personnes, pas plus, puisqu'on n'a pas le droit. Voilà, et on a sillonné la rue de Balinvilliers pour donner des avis, exprimer des souhaits sur ce qui pourrait être fait sur la rue Balinvilliers. Et puis, vous avez le bus de la concertation, le bus inspirant qui passe. Et puis, vous avez la maison des mobilités qui reste encore, alors là, pour des problèmes liés évidemment au Covid, etc. Pour l'instant, on a du mal à l'ouvrir, mais enfin, il est prévu qu'elle soit réouverte. Et puis, voilà. Donc, vous avez plein de temps comme ça pendant lesquels. Et puis, le samedi matin, sur le marché de Beaumont, il y avait notre triporteur qui est venu présenter le projet et puis répondre aux questions que vous pouviez vous poser. Donc voilà le calendrier assez dense hein, auquel vous êtes soumis. Donc vous pouvez participer à toutes les réunions qui vous intéressent, aux ateliers, aux balades. Certains se font sur inscription. Donc dirigez-vous hein, vers le site internet du projet. C'est là le lieu où vous retrouvez toute l'information, y compris quand il y a des petites évolutions, soit d'horaire, soit dans les nouvelles réunions ou des réunions qui évoluent. Voilà, c'est là où vous trouvez la dernière actualité. Voilà donc le calendrier qui vous est proposé à ce jour. Alors ce soir, les intervenants que vous allez voir apparaître, alors ça sera dans l'ordre d'apparition, comme on dit parfois au théâtre. Donc Jean-Paul Cusin, qui est le maire de Beaumont, qui fera un petit mot d'accueil. Ensuite François Rage, président du SMTC, qui introduira le projet. Jean-Yves Béclair, directeur général du SMTC, qui fera la présentation technique et qui sera appuyé par Céline Ekimian, qui est directrice du pôle offre de mobilité et territoire et qui travaille notamment sur le futur réseau. Et puis Éric André, moi-même, qui suis présent. Les résultats du sondage. Alors, on vous a posé un certain nombre de questions lorsque vous êtes connecté. Elles sont faites un petit peu pour mieux vous connaître. Et puis, je vais le partager, je vais partager vous avec ça. Alors, alors, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Donc, on a à 20% des habitants de Serra, 10% des habitants de Romagna, 24% des habitants de Beaumont, 10% des habitants de Pérignat, 24% des habitants métropolitains qui viennent d'une autre commune et puis une dizaine de pourcents qui viennent au-delà de la métropole. Comment avez-vous pris connaissance du projet? Eh bien, via le site internet, via les réseaux sociaux à près de 70%, via les supports de communication des villes et via la presse pour le reste. Donc, merci d'ailleurs au relais que vous proposez pour la communication du projet Inspire. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se mobiliser pour que vous puissiez donner votre avis et vous exprimer. Et puis, votre degré de connaissance du projet, donc à 34%, vous le connaissez maintenant assez bien, voire très bien, et puis à 52%, vous en avez entendu parler. Je vais donner la parole maintenant à Jean-Paul Cusin pour faire un petit mot d'accueil. La ville de Beaumont a une contribution qu'elle souhaite partager. Donc, monsieur le maire, à l'issue de la présentation du SMTC, on aura un petit temps d'échange et puis ensuite, on vous redonnera la parole pour que vous puissiez présenter votre contribution au projet Inspire, si vous en êtes d'accord. Monsieur le maire. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous me recevez. Je ne peux pas activer la vidéo. Je crois qu'il faut que ce soit vous qui la... Alors, est-ce qu'on peut autoriser? Ça devrait... Voilà, ça y est, ça marche. Ça devrait être bon. On vous entend et on vous voit de loin pour l'instant, mais on vous voit. Je vais essayer de me rapprocher. Ça, c'est les aléas du direct. Alors, là, vous vous reculez. Voilà. Bon, écoutez, oui, non, mais le temps, parce que je suis monotache, donc je vais m'exprimer et je ne vais pas jouer avec le joystick pour essayer de me rapprocher. Je vais laisser faire ça à quelqu'un
qui est avec moi. Bonsoir d'abord à toutes et à tous, aux quelques, je crois, 49 ou 50 personnes qui nous ont rejoints. Un mot d'accueil, effectivement, comme vous l'avez annoncé, Eric, c'est la réunion du sud donc, de notre agglomération. Et Beaumont qui en est quelque part peut-être le centre de gravité, mais je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Mais c'était important aussi que nous puissions nous retrouver avec des habitants qui bien souvent viennent de communes en amont et qui traversent Beaumont pour converger sur la ville métropole. Puisqu'on parle de mobilité, c'est un point important et c'est un point qui souvent est abordé au niveau beaumontois et je le vois dans les contacts que je peux. Donc je suis très content que cette réunion puisse se tenir ce soir, qu'elle nous permette bien sûr d'échanger sur le projet tel que nous le connaissons et puis comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans un second temps, à l'issue de la présentation globale du projet, que je puisse, au nom de l'équipe municipale de Beaumont, présenter la contribution sur laquelle nous avons travaillé et qui vise peut-être à combler, je ne sais pas si c'est un déficit ou en tout cas une attention qui n'a peut-être pas été suffisamment appuyée sur cette partie sud-ouest métropolitaine qui comprend bien les communes que vous avez citées tout à l'heure, Pérignat pour partie, Romagna, Serra, Saint-Genès également pour partie, puisque Saint-Genès par rapport à la taille de la commune et au nombre de ses villages a plusieurs accès, mais il y en a un qui est quand même important sur la RD 2089, tout cela convergeant sur Beaumont et génère pour la commune et pour ses habitants notamment des difficultés et des contraintes de transport. Voilà, donc je ne vais pas être plus long à ce niveau-là. Vous avez parfaitement présenté, résumé les choses. Ce projet, c'est un projet structurant pour les années à venir et pour de nombreuses années, parce que c'est un projet très important en termes économiques pour la métropole et le SMTC. Donc, nous avons une obligation qui est de le réussir et de le réussir dans le cadre de ce qu'attendent donc les habitants de la métropole. Et c'est pour ça qu'il est important que ces phases de concertation puissent se tenir et puissent nous permettre de confronter des idées, d'enrichir un projet déjà effectivement bien avancé, mais sur lequel j'ai bon espoir que nous puissions faire agréger des propositions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Merci, monsieur le maire. Écoutez, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais donner la parole à François Rage, donc président du SMTC, pour présenter les enjeux et les objectifs du projet. Puis ensuite, on passera la parole à Jean-Yves Béclair, qui fera la présentation. Technique, monsieur Rage. Oui, je n'arrive pas à mettre ma caméra, mais peut-être que... Ah. Ouais, ma vidéo. Et ben voilà. Super, il suffit de demander. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci bien évidemment à Jean-Paul et puis aux collègues maires, je n'ai pas pu voir s'ils étaient là, de Romagna, Aubière, Pérignan, et peut-être Saint-Genès et Serra. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir. Merci pour ton mot d'accueil, Jean-Paul, qui reprécise bien l'objet de ce projet et en tout cas sa dimension métropolitaine et le fait que même si on n'est pas directement touché en tant que maire de Beaumont par les lignes B et C, en tout cas pour le moment, on a un vrai rôle à jouer et on peut avoir un rôle de proposition et je sais pour m'en être entretenu avec toi qu'il y a des idées intéressantes qu'il faut qu'on puisse étudier et reprendre. Donc, merci pour cet engagement et cette réflexion sur les mobilités de notre métropole. Ce projet, quand je le présente à chaque fois, j'aime bien rappeler qu'il y a 3 ambitions. La première ambition, tout le monde s'en doute, c'est la plus évidente, c'est une ambition de mobilité. En fait, c'est comment on va pouvoir améliorer et transformer les mobilités de notre territoire, de notre métropole, puisqu'il s'agit bien d'un enjeu métropolitain, puisque l'ensemble des 21 communes de notre métropole vont être directement concernées par une restructuration du réseau. Donc, on est vraiment sur un enjeu de mobilité, de transport public, mais de mobilité aussi en plus du transport public, notamment les vélos, puisqu'on va s'apercevoir qu'à travers les aménagements qui sont proposés ici, il y a des aménagements cyclables et il y a aussi des aménagements piétonniers. Donc, on est sur de la mobilité globale, bus, transport public, vélo et à pied. C'est donc une des premières dimensions. La deuxième dimension, c'est d'améliorer et d'embellir le cadre de vie. C'est-à-dire que c'est aussi un projet urbain. Je vous ai parlé de projet mobilité, là c'est un projet urbain.
On va faire des aménagements urbains de façade à façade. C'est dans notre discours, comme a pu le faire le tram, si vous voulez. Voilà, d'une façade à une autre façade, on réaménage l'ensemble de l'espace public. Et on va aussi délimiter sur le tracé de ces deux lignes des lieux de projet sur lesquels on va faire un travail plus spécifique, avec une dimension métropolitaine, et qui vont donc embellir le cadre de vie des gens qui y habitent, mais aussi surtout des gens qui vont y passer. Et en plus de la mobilité, en plus de l'urbanisme, la troisième dimension, c'est une dimension de respect de l'environnement, c'est une dimension de développement durable, parce qu'on crée un projet sur lequel on va avoir des véhicules qui vont avoir une énergie propre, zéro émission, qui vont permettre aussi qu'il y ait un petit peu moins de voitures, on va en parler juste après. Et puis c'est un projet qui, tout au long de son déroulement et dans sa concrétisation, va mettre en avant les questions de végétalisation et puis de respect de l'environnement à travers des matériaux qui seront utilisés, etc. Donc, 3 dimensions, une dimension urbaine, une dimension de mobilité, une dimension de l'environnement, et puis tout ça avec bien sûr un aspect social, puisqu'on va permettre à plus de gens de pouvoir se déplacer. Et donc là, il y a une vraie empreinte sociale par rapport à ça. Ce projet, il ne tombe pas du ciel comme ça fait longtemps que l'on en parle, que l'on y réfléchit. Et là, ce qui va vous être proposé, c'est déjà 2 ans d'études qui vont permettre justement à chacun de s'exprimer et de faire des propositions ou des choix. Mais il part aussi d'un diagnostic. Et quand on regarde, alors on appelle nous ça la part modale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous déplacez, vous prenez soit votre voiture, soit vous y allez à pied, soit vous allez en bus, soit vous allez en vélo, ou en trottinette, mais à l'époque, il n'y en avait pas encore beaucoup. Et donc, la part que chacun de ces modes prend sur le total des déplacements. Si on regarde aujourd'hui, on est à peu près à 60, donc 2 tiers, 61% de la voiture, 1 tiers à pied, et puis après, derrière, très loin derrière, 7% en bus et 2% en vélo. C'est des chiffres qui ne nous mettent vraiment pas en tête des métropoles de notre taille et même de l'ensemble des métropoles. C'est sûrement lié à la construction de notre ville, qui est plutôt une ville des années 70, avec des routes nombreuses, larges, peut-être aussi la place d'une entreprise comme Michelin, qui a peut-être eu des répercussions là-dessus. En tout cas, ce n'est pas des chiffres qui vont dans le sens, en tout cas, de l'histoire et des évolutions actuelles des autres métropoles. On a un objectif en 2030, c'est que un voyage sur 2 seulement, ou déjà, c'est déjà encore beaucoup, un voyage sur 2 puisse se faire en voiture, sur le périmètre métropolitain, 1 tiers se fasse à pied, un petit peu plus qu'actuellement, et puis par contre que l'on passe de 7% à 12% en bus et de 2% à 5% en vélo. Ça ne paraît pas beaucoup, mais ça fait beaucoup d'augmentation, sachant en plus que l'enveloppe globale du nombre de déplacements, elle va augmenter. Donc, ça fait des augmentations considérables sur le bus et le vélo, mais à 12%, ça nous place sur des chiffres cohérent avec les autres métropoles. Ce qui est ici en jeu, c'est pour ça qu'on voulait vous présenter cette diapositive, c'est qu'on imagine une nouvelle répartition de l'espace public. Un peu plus de place pour les déplacements en moto, à pied, en vélo, un peu plus de place pour les déplacements en bus, donc un petit peu moins pour les voitures, mais sans condamner bien évidemment la part de la voiture, parce qu'on aura toujours besoin de voitures. Et donc, du coup, quand on regarde la diapositive d'après, si c'est possible, tout ça, ça tient si on est en capacité d'offrir ce rééquilibrage de l'espace public. Ça tient si on est en capacité d'offrir une alternative à la voiture. Et c'est ce qui vous est proposé dans ce projet, c'est une alternative à la voiture à travers des lignes de bus, ce qu'on appelle à haut niveau de service. On vous expliquera plus précisément ce que c'est. BHNS, c'est bus à haut niveau de service, sur des sites réservés qui permettent de garantir un transport régulier toutes les 6 minutes. Enfin, on va vous expliquer tout ça, mais vraiment comme si on était à Paris et qu'on prenait le métro. Avec une priorité qui a été donnée, c'est de favoriser le déplacement des actifs. Les étudiants, les actifs, et puis les dessertes des centres hospitaliers et médicaux. Et c'est encore plus en phase avec la crise sanitaire que l'on vit actuellement. À côté de cette offre alternative à la voiture, ce qui nous intéresse, ce qui nous anime, c'est qu'on puisse assurer une équité territoriale. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où j'habite, que j'habite dans un des villages de Saint-Genès-Champanel ou en centre-ville, place de Jaude ou à Cournon ou à Beaumont, je puisse participer déjà à la co-construction de ce futur réseau, puisqu'on va voir que c'est 2 lignes de BHNS plus la ligne de tram, qui sont des lignes fortes, et autour, on va
complètement reconstruire le futur réseau, donc je puisse participer, d'où l'objet de cette réunion aujourd'hui à Beaumont qui draine les réflexions de la partie sud de notre métropole. Et puis que cette équité, vous allez le voir, cette équité, elle me permet, quel que soit l'endroit où j'habite, de pouvoir avoir accès à un mode de transport. On s'est même fixé des objectifs, que je puisse être de centre-ville à centre-ville en moins de 30 minutes. Et on va voilà, c'est un vrai enjeu pour nous. L'équité territoriale aussi, c'est que ça puisse dynamiser l'activité commerciale de l'ensemble de nos 21 communes et pas simplement celle de Clermont, pas simplement celle qui serait en périphérie de nos villes. Améliorer le cadre de vie, je vous en ai déjà parlé, réaménager l'espace public, c'est ce que je vous ai dit, puis faire le choix de bus propres. Ce projet avec un chapeau autour, la transition écologique, à la fois sur la qualité de l'air, avec les bus à zéro émission dont je vous ai parlé, la transition urbaine avec l'idée de remettre de la nature en ville, à la fois à travers des arbres, de la végétalisation, on va vous montrer aussi comment, et puis une démarche tout au long du projet. Dès le choix des entreprises, on va être sur un choix où on prendra en compte des indicateurs de développement durable, on va prendre en compte aussi la perméabilisation, on va prendre en compte le fait de pouvoir trier, enfin, etc. etc. Donc, au-dessus de ce chapeau, vraiment, une dimension de développement durable. Voilà, donc ce projet, axé dans cette présentation plutôt sur les 2 lignes, mais qui s'inscrit bien dans une démarche de reconstitution, de reconstruction du réseau, et qui donc doit s'adresser à tous, et sur lesquels j'espère chacun aura des petits mots à dire. Voilà juste ce que je voulais vous dire en introduction. Merci beaucoup. On va donner la parole à Jean-Yves Béclair pour qu'il puisse nous présenter les caractéristiques du projet. Merci beaucoup Eric. Donc ce soir, j'interviens en fait en lieu et place de Pascal Malacenet qui a eu un petit souci médical et qui était actuellement en convalescence. Donc le président vient de le dire, la présentation va être articulée en 3 temps. Hein. Il y a un temps sur les 2 lignes de bus à haut niveau de service qui viennent compléter l'armature du réseau avec la ligne de tramway. Il y a un deuxième temps qui va être consacré à restructuration du réseau et puis au zoom du coup sur la partie sud. Et puis on aura à l'issue de cette présentation un temps aussi de proposition de la ville de Beaumont pour en complément de ce projet. Donc, ce qu'est ce projet, c'est d'abord la mise en place de 2 lignes à haut niveau de service. Alors, haut niveau de service, en fait, ça qualifie le service qu'on a, par exemple, aujourd'hui sur le tramway dans Clermont, c'est-à-dire 20 heures de service par jour et une fréquence suffisamment élevée pour qu'on n'ait pas à se poser la question de l'heure à laquelle je vais descendre pour trouver mon bus. Un bus, donc, toutes les 6 minutes à l'heure de pointe. Pour que on ait aussi du haut niveau de service, eh bien, nous allons aménager, on va le voir, un certain nombre, donc, on va réaménager les voiries sur à peu près 66% du linéaire de ces 27 km. Ça va être vrai sur le bus, mais ça va être aussi en accompagnement, vrai pour le vélo, les cyclistes, hein, dont la part modale va profondément progresser au cours des prochaines années. Et on a donc prévu 90% du linéaire avec des aménagements cyclables. Pour qu'il y ait du service, il faut de l'offre. Et nous allons donc ajouter 20% d'offres, pour moitié sur les 2 lignes de bus à haut niveau de service et pour moitié sur le reste du réseau restructuré, pour que chaque habitant de la métropole puisse profiter de cette nouvelle offre de service de bus sur l'ensemble du périmètre. Et avec ces 20% d'offres supplémentaires, eh bien, ce que nous espérons et ce que nous donnent aussi les simulations, les calculs, c'est une augmentation de la fréquentation de 50%. Dans les 400 mètres qui sont le long du corridor des lignes B et C dont je vais vous parler, eh bien, on trouve 43% des emplois, 33% des étudiants et 70 000 habitants. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons sur cette diapositive les 3 lignes structurantes autour duquel va s'articuler le futur réseau qui sera livré donc au 1er janvier 2026. D'abord la ligne de tramway qui est en rouge, que vous connaissez bien, et puis les 2 lignes qui font l'objet de la concertation réglementaire pour laquelle on vient vous voir ce soir, qui sont les lignes B et C.
Ces deux lignes, on le voit très bien, elles franchissent l'autoroute à l'est de la métropole, donc elles viennent desservir beaucoup plus profondément le territoire, et puis elles vont également irriguer à l'ouest, là en remontant sur l'amphithéâtre, sur la partie plus montagneuse de Clermont-Ferrand, de la métropole de Clermont-Ferrand. Si je démarre par la ligne C, en venant de Cournon d'Auvergne, on va être à proximité du lycée Descartes, on va ensuite venir au centre de Cournon d'Auvergne, autour de la place Joseph Gardet, desservir le quartier Dôme-Lac, et puis franchir la voie ferrée au niveau de la gare de Cournon d'Auvergne pour le tracé principal, et puis passer toujours sur ce tracé principal le long du Zénith et de la future deuxième grande halle d'Auvergne. Ensuite, on arrive sur Ernest Cristal, on rentre en ville de Clermont-Ferrand, après par la rue de l'Oradou, après avoir croisé le tramway au niveau du lycée Lafayette. Et puis, on se retrouve en bas de l'avenue Carnot, sur un tronçon commun avec la ligne B. Donc, on est à proximité à cet endroit-là de la gare SNCF et de la future gare routière. On passe à Ballainvilliers, on dessert Jaude. Et puis ensuite, on va remonter par le boulevard Berthelot pour aller jusqu'à Durtol, alors avec deux terminus possibles. L'un situé donc au carrefour, à niveau de la route du Puy-de-Dôme, et puis de l'autre côté, jusqu'au stade de Durtol. Ça, c'est pour la ligne C. Pour la ligne B, en venant d'Aulnat, un passage à côté du quartier Les Chapelles. On se retrouve ensuite au niveau du lycée Roger Claus, le lycée aéronautique, la façade de l'aéroport. L'entrée ensuite dans Clermont par le quartier du Brézet, avec deux itinéraires possibles, c'est une zone en mutation. Puis le long du quartier Saint-Jean, il est en train de se construire un nouveau lycée. Passage sous la voie ferrée, et puis on va se retrouver de l'autre côté avec la desserte de l'hôpital, CHU Estin, le passage devant la gare SNCF, puis le tronçon central, le même que celui que je viens de décrire pour la ligne C, avant de remonter sur Chamalières et Royat, avec deux propositions de terminus, une située au niveau des thermes, c'est le terminus actuel de la ligne B, et une autre proposition sur la place Allard. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est pour décrire de nouveau ce qu'est ce haut niveau de service. Je l'ai un peu dit en introduction, c'est d'abord bien sûr des fréquences de passage de bus élevées, 6 minutes à l'heure de pointe, et c'est très important, de la régularité et de la vitesse. C'est la raison pour laquelle on fait des aménagements en site réservé et qu'on donne de la priorité au bus, pour qu'en fait le bus se retrouve sans circulation et avec la capacité d'aller d'arrêt à arrêt à pleine vitesse, comme le fait le tramway. Mais c'est aussi des bus propres, donc sans émission de polluants au niveau du pot d'échappement. Et puis c'est enfin des informations et des services supplémentaires apportés aux différents arrêts, avec des informations en temps réel, comme on le connaît aujourd'hui sur le tramway, par exemple, et puis la possibilité d'acheter les billets pour pouvoir rentrer dans le bus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La mise en place de ces deux lignes, avec donc ces aménagements qui permettent de donner de la vitesse, eh bien, elle se fait aussi dans un tissu urbain qui est ce qu'il est. Et on n'est plus comme au 19e siècle où on cassait les villes, on fabriquait de grands boulevards avec beaucoup d'espace qui permettaient finalement de se retrouver dans des situations un peu comme celle qui est décrite en bas de la diapositive, où on pouvait donner de la place à chaque mode. Là, on voit, on donne de la place aux piétons, on donne de la place au vélo, on donne de la place au végétal, on donne de la place au bus et on donne de la place aux voitures. Chaque fois que c'est possible, bien sûr, c'est une situation un peu idéale, mais de temps en temps, la ville est trop étroite et entre les deux façades, eh bien, il faut qu'on fasse un certain nombre de choix de répartition, du coup, de cette largeur entre les différents usages. Le choix qui a été fait, celui qui est présenté et qui sous-tend le projet qu'on amène à la concertation, au débat devant vous ce soir, c'est le suivant. D'abord, les piétons et les vélos. Ensuite, le transport en commun. Ensuite, le végétal, la végétalisation, donc des arbres. Non seulement on conserve les arbres existants, mais en plus on en plante de nouveaux. Tout ça pour amener à la fois de la trame verte, de la trame végétale, mais aussi des éléments de fraîcheur en ville au moment où on a il y a des canicules sans doute plus sévères dans les années qui sont devant nous. Ensuite, la circulation des riverains, parce qu'il était important que chacun puisse évidemment rentrer chez soi. Ensuite, le stationnement. Alors, ça, on parle du stationnement en voirie, c'est-à-dire le long des voies. Et puis, enfin, et seulement à la fin, la circulation de transit, c'est-à-dire, en fait, les gens qui utilisent la voirie aujourd'hui en venant d'ailleurs et en allant ailleurs, et à qui on va proposer, dans un certain nombre de cas, en fait, des alternatives, c'est-à-dire pas le même itinéraire pour faire le même trajet. Donc ça se matérialise, c'est la diapositive suivante, dans
eh bien, cette carte qui présente la manière dont ces deux lignes vont pouvoir intégrer l'espace public avec toujours cette idée forte de donner de la vitesse de la régularité au bus pour que ça soit le plus confortable possible. Donc, chaque fois qu'on peut ou chaque fois que c'est nécessaire, ce qu'on installe, c'est un site propre bidirectionnel. Alors, derrière ce mot, en fait, ça veut dire que le bus, il est seul sur sa voie dans chacun des deux sens. Dans un certain nombre de cas, en plus de ces deux voies de bus, on trouve aussi des voies voitures. C'est vrai, par exemple, sur le boulevard Berthelot qu'on voit sur la partie gauche de la diapositive. Quand c'est pas possible en fait d'installer ce site propre bidirectionnel, eh bien, on va installer ce qu'on appelle un site propre unidirectionnel. C'est-à-dire que dans un sens, le bus va être tout seul en circulation, mais dans l'autre sens, il sera en mélange avec la voiture. Et on choisit bien sûr le sens pour que ça soit le plus cohérent en termes de performance. Si je suis sur la rue de l'Oradou, ce qu'on propose dans le projet, c'est en fait de mettre un sens de circulation tel que ce qu'on appelle tête bêche, avec des sens interdits au fur et à mesure, que la circulation de transit soit entièrement évacuée. Et à ce moment-là, il n'y a plus que des riverains en mélange, ça fait moins de circulation et donc on a garanti la performance du bus. Quand on est sur l'avenue Royat, à Chamalières, là, ce qu'on va proposer, c'est un site en mélange, en descente entre le bus et le vélo et en montée, donc coexistence bus et voiture avec une piste cyclable sur la droite, protège la piste cyclable parce qu'en montée, évidemment, le vélo va moins vite. Et puis, il y a une autre configuration, c'est le site dit antagoniste, c'est quand on a trois voies. Alors, on peut mettre une voie de circulation pour les voitures dans chaque sens, et sur la voie du milieu, c'est comme une espèce de sens unique de voie unique pour les bus. Et en fait, le bus va pouvoir remonter la file de voitures avant d'arriver à un feu. Et puis, il va avoir la priorité, donc il va passer devant la file de voitures arrêtées au feu. Et juste devant lui, comme les voitures étaient arrêtées, il trouve à nouveau de l'espace libre. Et ainsi, il a encore les éléments de performance, de vitesse dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis lorsque ce n'est pas possible ou qu'il n'y a pas de raison parce qu'il y a tout simplement peu de trafic, eh bien on propose un site banalisé. Donc c'est ce qui se traduit dans les 4 diapositives qui sont ici, des vues de profil. On va passer à la diapositive suivante. Ce que je vous ai présenté pour les bus, eh bien c'est exactement la même chose pour les vélos, puisque 90% du linéaire sera aménagé. Il s'agit aussi d'offrir du confort et de la sécurité aux cyclistes pour que la part modale du vélo puisse doubler. Voilà. Alors c'est vrai avec de l'infrastructure, c'est vrai aussi avec du service, bien sûr, pour que tout ça soit possible. Pour les aménagements cyclables, chaque fois que c'est possible, c'est l'équivalent de ce que j'ai dit pour les sites propres bidirectionnels, on va installer une piste cyclable ou une voie verte, c'est-à-dire un aménagement spécifiquement dédié aux vélos qui vont y trouver de la place, de l'espace dans les deux sens pour pouvoir être dans le confort maximal avec de la vitesse et du coup de la possibilité de se déplacer au mieux possible. Et puis parfois, c'est pas possible, c'est exactement comme pour les bus, et donc on va trouver des solutions un peu moins bonnes, mais qui vont quand même permettre de garantir la continuité cyclable et la sécurité. Par exemple, on va installer une bande cyclable. Alors la bande cyclable, c'est comme la piste cyclable d'une certaine façon, sauf que ce n'est pas séparé par un séparateur physique du reste de la voie. Donc la bande cyclable, en fait, c'est un espace sur lequel le vélo va pouvoir circuler seul, mais c'est juste à côté de la voie où passent les bus ou les voitures. Et puis dans un certain nombre de cas, il faudra proposer des mélanges. Je vous le disais tout à l'heure, par exemple, dans le sens de l'avenue de Royat en descente, et à ce moment-là, le bus est en mélange avec le vélo. On met un peu plus de largeur pour que les choses se passent bien. Et puis comme il est en descente, le vélo va assez vite. Donc ça reste confortable pour le vélo. Ensuite, c'est la diapositive suivante. Le président l'indiquait tout à l'heure, en même temps qu'il y a un projet de mobilité, c'est-à-dire de performance pour les bus, pour les vélos, pour que les parts modales puissent augmenter, c'est aussi un projet urbain avec un réaménagement de façade à façade, c'est la répartition de l'espace public, mais aussi la mise en place de lieux de projet où on va faire un effort supplémentaire d'aménagement. C'est particulièrement vrai pour des lieux d'intermodalité. Par exemple, si je repars cette fois-ci de la ligne B, le premier lieu de projet que je vais rencontrer, c'est sur la façade de l'aéroport. J'ai donc à la fois l'aéroport, c'est un élément important pour la métropole clermontoise, un élément d'attractivité de cette métropole, le bus et puis la halte ferroviaire d'Aulnat. Quand je vais être en bas de l'avenue Carnot, je vais être à proximité de la gare SNCF, de la future gare routière, et puis au croisement de mes deux lignes de bus B et C. Quand je vais être à Ballainvilliers, c'était le nœud central du réseau actuel de bus, c'est donc un élément très important aussi de la centralité métropolitaine, même type de
principe et d'aménagement qu'on va trouver sur le Carrefour Europe à Chamalières, qui est aussi un nœud de réseau, ou sur la place Gardet à Cournon, qui est un élément d'attractivité de ces deux centres-villes métropolitains. Et puis on va trouver un lieu de projet au niveau de la gare de Cournon, avec donc un aménagement à cette entrée de ville qui permet aussi de garantir la continuité avec la gare de Cournon. Et puis on va le trouver enfin sur les deux terminus de l'Ouest, d'une part à Roya, soit à Place Allard, soit au niveau des termes actuels, et puis la même chose sur le terminus de la ligne C à l'Ouest. Donc ici, on le voit dans sa version avenue du Puy-de-Dôme, hein, il est localisé dans sa version au croisement de l'avenue du Puy-de-Dôme, au niveau de la résidence Le Rivali. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ça, on y reviendra également sans doute dans la discussion. Ce qui est important, c'est de pouvoir également offrir en accompagnement de ce réseau et puis du réseau restructuré qu'on va vous présenter juste après, eh bien, la possibilité pour les habitants qui viennent de l'extérieur de la métropole de trouver de quoi en fait poser leur voiture et monter dans un bus rapide qui les emmènera au centre-ville. Cette diapositive présente les parkings relais tels qu'ils sont au niveau des études d'opportunité, où on regarde où est-ce que c'est le plus intéressant de les placer, et puis on regarde si on a de la disponibilité foncière. Là, on le voit sur les deux lignes B et C. Mais il y en a d'autres à l'étude qui n'apparaissent pas sur cette diapositive, sur d'autres lignes du réseau, parce qu'il est important là aussi de pouvoir proposer des options pour les habitants sur tout le tour métropolitain. Sur la diapositive suivante, on voit un objet technique un peu particulier qui est le dépôt de bus. Demain, en plus des 40 bus à haut niveau de service qui seront à propulsion électrique, eh bien, nous aurons aussi de nouveaux bus sur l'ensemble du réseau. Et par rapport à la situation actuelle où on a 60 bus qui roulent au gaz et puis le reste des bus qui roulent au diesel, même si on n'achète plus aucun bus diesel depuis maintenant un moment, eh bien demain, on aura un parc de bus qui aura entièrement migré avec du gaz naturel, bio-GNV, et puis de l'électricité. Et on va donc construire un nouveau dépôt qui est capable d'accueillir 190 bus. C'est la figure ici très technique, de dessin technique. Il montre ces 190 bus, mais il montre aussi, et c'est très important, des éléments complémentaires pour la transition énergétique de la métropole, avec des panneaux photovoltaïques, des ombrières photovoltaïques posées sur le parking et des batteries qui vont permettre en fait d'autoproduire 50% de la consommation des lignes B et C, donc quand tout ça sera mis en service. Et donc c'est une façon aussi pour ce projet de s'inscrire dans la transition énergétique de la métropole. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On passe maintenant, et je vais laisser la parole à Céline Equimian, à l'esquisse du futur réseau, donc celui qui se mettra en place au 1er janvier 2026, en même temps que la livraison des deux lignes de bus BHNS, l'esquisse donc du futur réseau qui concerne l'intégralité de la métropole. Oui, bonsoir à tous. Donc là, je vais vous présenter en fait l'esquisse du futur réseau. Alors, on est à ce stade, au stade esquisse, on est en réseau silhouette. Et l'objectif, en fait, c'est petit à petit d'affiner le tracé de ce réseau au travers des différents temps de concertation sur lesquels je vais un petit peu vous expliquer les différentes méthodologies qui vont être mises en place. L'objectif, c'est bien de collecter les avis, les besoins des usagers, des habitants du territoire, au sein de cette concertation, mais éventuellement également au sein d'autres échanges qui auront lieu ultérieurement, afin de construire petit à petit une version de plus en plus affinée, de plus en plus précise du lieu où passeront les lignes de transport du réseau de transport public de l'agglomération. Alors, comme l'a rappelé le président tout à l'heure, notre feuille de route qui avait été définie, elle consiste à répondre prioritairement aux différents motifs de déplacement que sont le domicile-travail, le domicile-études, les accès aux différents centres hospitaliers, les déplacements à vocation de loisirs et commerciaux, et enfin la desserte des grands équipements culturels. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, la restructuration du réseau telle qu'elle a été décrite précédemment, notamment au travers des lignes B et C et de leur
fonte. Mais elle s'appuie également, la restructuration du réseau, sur la ligne A. Et finalement, notre objectif, c'est de construire un réseau qui va permettre de mettre chaque habitant de chaque commune à 30 minutes du centre urbain. Évidemment, on parle de centre urbain à centre urbain ou de point d'intérêt majeur d'un lieu à point d'intérêt majeur d'une centralité. Par ailleurs, on a un objectif aussi qui est global, d'améliorer l'offre, soit au travers d'une meilleure fréquence du bus, soit en lien avec un maillage plus important, notamment avec des connexions intermodales et notamment avec le vélo. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, le processus est un processus itératif. Il faut bien comprendre que on rentre dans une période de concertation continue sur la période de 2021 à 2023. Notre enjeu, c'est de réussir à concerter les communes, les partenaires, les prestataires, les citoyens pour petit à petit ajuster et construire une offre de plus en plus précise pour aboutir en 2024-2025 avec un réseau affirmé et affiné sur son territoire. Bien entendu, l'ensemble du réseau qui est aujourd'hui à la réflexion, il sera mis en service en même temps que les lignes B et C qui sont restructurées. Donc, on est aujourd'hui sur l'étape qui est la construction d'un réseau silhouette qui vous est proposé aujourd'hui et je vais vous en parler un peu plus en détail après. On aura ensuite des étapes de construction d'un réseau V2 avec l'affinage des tracés, la prise en compte des retours des concertations. Puis, un réseau V3 qui intégrera les études d'impact, les études d'insertion et les études de circulation sur les tracés V2. Et enfin, un réseau V4 qui sera la version finale du futur réseau. Bien entendu, tout ça est ajusté en parallèle avec différentes études dont je viens de parler et également l'opportunité ou pas de mettre en place des aménagements spécifiques pour optimiser les vitesses, notamment des lignes, pour avoir une meilleure efficience des lignes de transport en commun qui seront proposées. On peut passer à la diapo suivante. Donc, sur le secteur sud, qui est le secteur qui nous concerne ce soir, je vais vous faire 4 zooms, un pour la commune de Beaumont, un pour Serrat, un pour Romagna, un pour Pérignat-les-Sarlièves. Donc là, on a représenté le tracé des futures lignes du réseau. Par commodité, on les appelle avec les noms d'aujourd'hui. Bien entendu, demain, on pourrait imaginer que les noms changent. Ça sera sans doute aussi concerté. Pour l'instant, je vais nommer les lignes futures avec les noms actuels. Donc, ce qu'on constate à Beaumont, c'est qu'on a un maillage de la commune via les lignes 4, qui est la ligne rose, la ligne 8, qui est la ligne jaune, et la ligne 12, qui est la ligne violette. On a toujours le maintien de la connexion, de la correspondance avec la ligne A, via la ligne 4 et la ligne 8. Et on a toujours une connexion directe dans le centre de Clermont-Ferrand via les lignes 4 et 12. Pour la commune de Serrat, on a un meilleur maillage de la commune via les lignes 4 et les lignes 26, avec un maillage complémentaire en fait entre ces deux lignes pour éviter certains doublons qui ont lieu actuellement. Et cette nouvelle proposition, elle va permettre également la desserte d'un quartier qui est en émergence sur le territoire de Serrat, et ça sera via la ligne 26 puisqu'elle desservira le quartier Baumière. Donc, sur Serrat, pardon, je n'ai pas été claire peut-être, mais en tout cas, c'est la ligne rose, la 4, et la ligne 26, la violet clair. On a également le maintien de la connexion avec la ligne A à Clermont-Ferrand via la ligne 4 et avec la ligne B à Roya-Chamalières via la ligne 26. Pour ce qui est de Romagna, on constate un maillage de la commune via les lignes 12, la 27 et des arrêts de transport à la demande qui sont figurés dans les petits points entourés d'un rond. La ligne 12 permet la connexion directe avec le centre de Clermont-Ferrand et la ligne 27 permettra une desserte complémentaire ouest-est et des connexions avec la ligne 3 à Aubière et avec les lignes A et C à Lycée-Lafayette. Enfin, pour ce qui est de Pérignat-les-Sarlièves, on propose une desserte via la ligne 13 avec un maintien de liaison directe à Carnot, Faculté et Quartier-Chambon. Donc, globalement, ce que l'on peut dire, c'est que le souhait
de cette première proposition silhouette, c'est bien d'améliorer globalement la desserte de l'ensemble des communes qui sont concernées pour répondre aux motifs qui ont été décrits tout à l'heure et qui ont été décrits tout à l'heure. Jean-Yves, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Donc, des éléments de coût et de calendrier à présent. Donc, tout d'abord, nous sommes aujourd'hui dans une fourchette de 240 à 280 millions d'euros. S'il y a une fourchette, c'est parce que nous en sommes au stade des études préliminaires. Ensuite, nous allons recruter un maître d'œuvre, il y aura une phase d'avant-projet, puis une phase de projet. Et donc, la fourchette actuelle, elle intègre un certain nombre d'aléas. Tout ça va s'affiner progressivement. À l'intérieur de ce coût projet, il y a deux types d'aménagements, en fait, des aménagements pour la mobilité, qui sont de la compétence du SMTC, les infrastructures de bus, le dépôt, le matériel roulant. Et puis, il y a des éléments du projet qui sont plutôt de l'ordre de l'aménagement urbain, donc de la compétence de la métropole, avec les lieux requalifiés sur le tracé et un certain nombre d'aménagements urbains. Et donc, ce partage de compétences, qui est la base de notre co-maîtrise d'ouvrage sur ce projet, elle se traduit aussi financièrement par le portage pour chacun de la part qui lui revient, 60% en gros pour le SMTC, 40% pour la métropole. Nous allons chercher des subventions publiques pour nous permettre de financer les investissements et par exemple, nous allons les chercher au travers du 4e appel à projet transport en commun en site propre, pour lequel nous avons un dépôt de dossier prévu en avril pour un résultat au 3e ou 4e trimestre de cette année. Mais nous allons également chercher des fonds auprès de la région, de programmes européens de la région et des fonds européens qui vont avec, et puis des programmes européens spécifiques, et puis nous irons aussi en chercher vers d'autres financeurs, par exemple le département. Sur la diapositive suivante, on voit les éléments de calendrier du projet, avec une mise en service au 1er janvier 2026, qui sera inévitablement précédée d'une phase difficile, qui est toujours difficile, c'est la phase des travaux, travaux qui auront lieu en 2024 et 2025, avec des premiers travaux préparatoires en 2023. Toujours un moment compliqué, parce que ça fait partie des inconvénients de la mise en place de nouvelles infrastructures. On est pour l'instant au stade de la concertation publique, qui elle-même se tient du 11 janvier au 31 mars, ça a été dit en introduction. Et puis, à l'issue de cette concertation publique, on récupérera bien sûr l'ensemble des éléments qu'on aura entendus, qui sera retranscrit, et qui ensuite permettront d'alimenter le dossier qui sera lui-même le dossier enquête publique que nous comptons mener au début de l'année 2022, de telle sorte à pouvoir tenir ensuite le calendrier des travaux tel que je viens de vous l'exprimer. Voilà, merci à tous pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose de passer à un premier temps d'échange, puisque on a quelques questions qui commencent à être posées. Je vais proposer aux personnes qui les ont posées, par exemple, Monsieur Doupeux, Guillaume Doupeux, qui a une question sur les aménagements cyclables. Est-ce qu'il souhaite prendre la parole? Monsieur Doupeux, vous pouvez activer votre micro. Donc, vous avez une petite icône micro, il suffit d'appuyer dessus. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Voilà, on vous écoute, monsieur. Bonjour. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis un cycliste. Et alors, ma question, je sais qu'on est actuellement le projet n'est pas abouti. Par contre, étant cycliste et étant habitant de la rue Alexandre Varenne à Beaumont, j'ai deux questions. Donc, la première, en fait, c'est les bandes cyclables, c'est sympa, mais quand on est à vélo et qu'on est à côté de la circulation, c'est toujours forcément pas toujours évident parce qu'on est à proximité. Quand on a son fils derrière, ça peut être dangereux. Donc ça, c'est la possibilité d'avoir le maximum de pistes cyclables plutôt que des bandes cyclables, quand c'est possible. Et aussi, la deuxième question, alors là, je vais peut-être un peu plus loin, mais étant habitant de la rue Alexandre Varenne, c'est une rue qui concentre en fait un flot de voitures qui vient de Serra, qui vient
Serrache, Saint-Genès, enfin, et Romagna, et du coup, où il y a beaucoup de voitures. Et concrètement, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose par rapport à ça et du coup d'avoir moins de voitures et d'avoir aussi, parce qu'on a la chance d'avoir le 12, mais de faire en sorte d'avoir un accès plus rapide, parce que le 8, il faut aller le chercher quand même, et d'avoir un accès plus rapide vers soit le A, soit d'autres lignes qui sont plus rapides en fait que le bus normal. Voilà. Merci de m'avoir mis la parole. Merci, monsieur. Jean-Yves Béclair. Alors, plusieurs éléments de réponse. Alors, d'abord, je partage votre point de vue, hein, et c'est pour ça que chaque fois qu'on peut, la bande cyclable n'est pas le schéma qu'on retient. Toutefois, on a eu un atelier vélo, hein, il y a de ça quelques jours, Eric. On a entendu aussi du coup les cyclistes occasionnels, fréquents, les associations de cyclistes, et on a pu partager avec eux les différents types d'aménagements, hein, qu'on avait à proposer. Dans un certain nombre de cas, on a reçu des choses convergentes avec ce qu'on imaginait, et puis dans d'autres, voilà, des propositions complémentaires d'insertion sur la manière aussi de gérer les priorités. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que c'est très important d'être aussi clair et aussi précis que possible dans ces réunions. Donc, je ne peux pas répondre avec une précision parfaite et intégrale sur le volume de bandes cyclables dans les 90% d'aménagements linéaires dont je vous ai parlé. Et ce d'autant qu'à un certain nombre d'endroits, on va reprendre en fait ces aménagements en fonction de ce qu'on a entendu dans l'atelier vélo. Bien évidemment, et dans le retour de concertation et dans ce qu'on amènera ensuite à l'enquête publique, on vous redonnera évidemment une réponse extrêmement précise. Pour ce qui concerne la question du coup du réseau et donc de l'amélioration des fréquences et de la vitesse pour les futures lignes 8, futures lignes 12, eh bien, ça fait partie des choses qu'on écoute et pour lesquelles nous avons en fait grand besoin aussi de bien comprendre les origines et les destinations, hein, qui sont les plus fréquentes pour qu'on puisse mettre la meilleure offre possible. Voilà. Merci. Il me semble que monsieur avait une question sur l'aménagement de la rue Alexandre Varenne, savoir s'il Oui. était possible de faire des... Oui, et j'ai raté ce morceau. Pardon. Et donc, je devrais dire également qu'il y a un schéma directeur cyclable, globalement, hein, à l'échelle de la métropole, parce que là, je vous ai parlé du coup des aménagements le long des lignes B et C, mais la rue Alexandre Varenne n'est pas le long de la ligne B et C. Donc, il y a effectivement un travail sur le schéma directeur cyclable et l'ensemble des propositions donc visant à le réaliser, mais éventuellement aussi à le compléter, on peut les entendre. Ça fait partie plus globalement, hein, de la manière dont la métropole accompagne le déploiement des infrastructures cyclables sur l'ensemble de son périmètre. Merci. Vous voyez qu'on vous passe les questions, on vous les diffuse en toute transparence. Donc il y avait une réaction de monsieur Mouton qui disait à Pérignat, nous avons un espace similaire pour les piétons et les cyclistes. En descente, les cyclistes vont aussi vite que les voitures. Je trouve cela très dangereux, mais heureusement qu'ils utilisent le plus souvent la route. Voilà, merci de cette contribution. Monsieur Mouton, d'ailleurs, qui avait une autre question. Comment sera réalisée la communication ou comment est réalisée la communication pour les concertations? Il me semble qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux, si j'ai bien écouté en début de réunion. Donc là, on est à 60 participants. On est sur les standards hauts des réunions publiques, puisqu'en grande partie, on est en règle générale autour d'une cinquantaine de participants, sauf et à Chamalières et à Clermont-Ferrand, on était à 150 et quasiment 170 à Clermont-Ferrand, voilà. Donc, mais sinon, on est largement dans les standards. Et encore une fois, on remercie. On vous a expliqué un petit peu comment on faisait la communication. C'est vrai que le distanciel, c'est pas forcément le plus simple pour réussir à, voilà, soit à s'intéresser, soit à rentrer dans la technicité parfois du projet. Mais en tous les cas, vous êtes quand même très
nombreux à participer à cette concertation. On a un peu plus de 1000 contributions aujourd'hui qui sont arrivées depuis son lancement. Donc voilà, ça montre quand même un intérêt. Et puis vous avez vu, hein, les gens commencent, vous commencez à bien connaître le projet. Il y a quasiment plus personne qui nous dit qu'il ne connaît pas le projet Inspire lorsqu'il participe à ces réunions. Alors, on va prendre 2 questions, sur la question du réseau et puis ensuite il y a des demandes de parole de monsieur Ulrich, dont je lui donnerai la parole après. Alors, première, c'est plus une remarque aussi. Le futur tracé du réseau est encore très en étoi peut-être que monsieur Mouton veut poser lui-même la question, à vrai dire. Moi, je les lis, mais est-ce que monsieur Mouton ou madame Mouton, j'en sais rien d'ailleurs, voilà, est-ce que vous voulez prendre la parole? Allô? Oui, Eh ben allô, voilà, bon, c'est madame Mouton. Bonsoir. c'est pas très grave. Mon mari était à côté à écouter la présentation. Oui, alors, je veux bien prendre la parole. Concernant les pistes cyclables, c'était juste une remarque. C'est vrai que c'est agréable, c'est grande largeur, mais bon, des fois, on a les cyclistes, la plupart ont tendance à bien descendre sur la voie du coup routière. Par contre, après, on a tout ce qui va être trottinette électrique ou autre qui là font en plus pas de bruit et bon, on peut vite se retrouver. Enfin, je ne sais pas si vous allez privilégier d'avoir vraiment les deux en même temps ou plutôt d'avoir un trottoir pour les vélos et un trottoir pour les piétons pour vraiment séparer complètement tous les modes de transport en fait. D'accord. Ça c'était une première Voilà, remarque, mais on y reviendra si vous souhaitez. Voilà. Après, pour le réseau, alors, moi, je suis clermontoise depuis 37 ans. Donc, j'ai beaucoup utilisé. J'étais aubiéroise, adolescente, voilà. Et maintenant, je suis à Pérignat. J'avais toujours privilégié le bus, sauf depuis que je suis adulte, donc, et à Pérignat, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est toujours concentré vers, d'ailleurs, vous l'avez dit dans la présentation, que vous orientez les tracés sont pensés pour aller de centre-ville au centre-ville de Clermont. Et je trouve ça un peu dommage parce que, en plus, on a beaucoup de zones de travail comme La Part-Dieu ou comme vers le Zénith. Moi, à une époque, j'ai travaillé aussi à Beaumont. Et on ne peut pas circuler comme ça de manière de ville en ville sans passer par le centre-ville. Enfin, ça rallonge énormément le temps de trajet par rapport à la voiture, donc c'est dommage, mais on ne peut pas prendre la voiture. On ne peut pas prendre de bus. Très bien. Merci. C'est vrai que c'est une question qui est revenue, hein, y compris dans les cartes T, dans les autres réunions publiques. C'est cette ligne circulaire et certains regrettaient d'ailleurs que la clinique de la Châtaigneraie ne soit pas comprise finalement dans la desserte Grand Sud. Alors Jean-Yves? d'abord, donc peut-être sur les 2 questions. La première, en fait, on partage le diagnostic que ce qu'on va appeler la voie verte, dans lequel on fait coexister vélo et piéton. Eh bien, c'est pas si facile que ça de faire coexister vélo et piéton sur l'espace public, surtout quand ça commence à aller vite. Et donc nous, de notre côté, on installe plutôt des voies vertes ou avec la coexistence quand il y a peu de piétons finalement. Et c'est ce qu'on a pu voir là sur les propositions d'aménagement cyclable. Et chaque fois qu'on le peut, on est plutôt sur le format de la piste cyclable où effectivement, du coup, le vélo se retrouve tout seul. Parfois aussi, on met le vélo, hein, je vous l'ai dit, en mélange avec les bus et ou les voitures. Voilà. Mais c'est vrai que faire coexister dans l'espace public les différents modes, c'est bien une question à la fois de compromis et puis de relations et puis aussi de respect, hein, entre les différents usagers de la voirie. La deuxième question, c'est sur le réseau. Alors, du coup, je m'aperçois que je vous ai raconté au démarrage, mais qu'heureusement Céline a largement amélioré, ne correspond pas à la réalité du réseau de 2026. Le réseau de 2026, on propose justement dans ce réseau de nouveaux nœuds de correspondance. C'est vrai par exemple à Cournon, où on a du coup autour de la rénovation de la place Gardet aussi
un mini réseau centré sur Cournon. C'est vrai aussi sur Chamalières. On le voit aussi, vous voyez, dans le sud, là, avec des lignes qui viennent converger, cette fois-ci côté Place Allard. La création de la ligne 27, qui est une ligne sud, vous voyez, qui passe à Romagna, au champ sud, et qui vient retourner vers le lycée Lafayette. Donc, il y a des choses un peu nouvelles de ce point de vue-là, qui viennent sortir du schéma traditionnel d'un réseau en étoile. Et si on peut sortir du schéma en étoile, c'est parce qu'on met plus d'offres pour avoir aussi plus de fréquentation. Alors là, je laisserai compléter ça par Céline, c'est très important. Bien sûr, demain, on n'est pas capable de proposer un tracé point à point compétitif pour tous les trajets en transport en commun. Et d'ailleurs, la part modale demain, c'est 12% en bus, et il y aura encore 50% de tracés en voiture. Parce que pour pouvoir proposer une offre de bus, tout le monde le sait, mais ça vaut le coup de se le redire, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui puissent être simultanément dans le bus, donc à la même heure, pour le même type de trajet. Et donc peut-être, Céline, tu peux compléter un peu sur la manière dont on repère ces origines-destinations et qui nous permet de proposer des lignes un peu différentes dans ce nouveau réseau. Oui, alors en fait, le travail qui est réalisé en ce moment et qui va se poursuivre, il s'appuie sur 2 types d'enquêtes. On a ce qu'on appelle des enquêtes origine-destination qui sont réalisées en fait en lien avec les transports en commun et qui consistent en fait à interviewer les gens quand ils sont dans les bus et à comprendre où est-ce qu'ils sont montés dans le bus et où est-ce qu'ils vont descendre. Et ces enquêtes, elles sont très intéressantes parce qu'elles nous donnent vraiment une connaissance peut-être des différentes haltes que vont faire les usagers du bus sur leur déplacement, mais également elles nous donnent une pondération des lieux en fait d'intérêt qui sont pour le coup des lieux liés à des arrêts de bus. Et en complément de ces enquêtes, on a aussi des enquêtes qui s'appellent les EDGT. Alors c'est un nom barbare pour enquête déplacement grand territoire et qui sont réalisées tous les 10 ans. Et ces enquêtes sont des enquêtes qui correspondent finalement comme à un recensement, mais un recensement des gens sur leur mobilité. Donc là, on ne leur demande pas dans un bus où elles vont, mais on regarde pour des ménages, des foyers qui sont liés à, enfin statistiquement, on prend des foyers représentatifs sur l'ensemble des communes, voire même des quartiers avec un échantillonnage précis et une méthodologie qui nous provient du CEREMA en l'occurrence. Et l'idée, c'est de regarder quels sont les déplacements et les modes de déplacement des personnes de ces ménages. Et en fait, ce sont des données qui ensuite nous servent à regarder secteur par secteur, que les secteurs pouvant être soit une commune, soit un groupement de communes, soit un quartier ou un îlot dans une commune, quels sont les lieux de déplacement et les intensités de ces déplacements. Et c'est ça, en fait, qui nous permet ensuite de construire les lignes. Donc, pour l'instant, la façon dont a été raisonné le réseau Silhouette qui vous est proposé, ça s'appuie bien sur ces 2 types d'enquêtes. Et effectivement, on essaye par ce biais-là de réaliser des tracés soit directs, comme on a vu tout à l'heure avec la ligne 4 et la ligne 8, soit des lignes transverses, comme la ligne 27 qui a été décrite tout à l'heure. Merci. Non, merci. Est-ce que la réponse vous convient? Alors peut-être pas sur le fond, mais en tous les cas, est-ce qu'elle est suffisamment complète pour vous, madame? Oui, elle est complète. Après un sondage, après l'enquête qui est menée tous les 10 ans, du coup, c'est une enquête récente qui a été faite ou justement vous attendez, il va y en avoir une nouvelle Parce que c'est vrai que le recul de 10 ans, on a certaines vies. Enfin, moi, je vois Pérignan, en 10 ans, elle a quand même pas mal augmenté. Il y a beaucoup de projets pour que ça se développe. Le centre Zénith, par rapport à la Pardieu, a beaucoup évolué aussi en peu de temps. Oui. Voilà. Alors en fait, la dernière enquête date de 2012, la prochaine enquête sera réalisée en 2022. Mais néanmoins, on se rend compte qu'il y a une certaine robustesse et une certaine continuité, entre guillemets, des résultats. C'est-à-dire que c'est des enquêtes qui ont une grosse... elles sont robustes en fait et elles durent dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'au bout de 2 ans, l'enquête soit obsolète. Ce n'est pas du tout le cas.
même si les villes changent, même si les habitants changent, hein, on est bien d'accord. Mais néanmoins, ces enquêtes ont une certaine robustesse qui nous permet de projeter en fait le futur réseau. Et quoi qu'il en soit, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est dans une complétude de ces enquêtes avec des réflexions complémentaires qui ont lieu déjà aujourd'hui. Voilà. Et du coup, pour compléter, on aura les résultats avant le réseau 2026. Et c'est aussi pour ça qu'on vient vous voir et qu'on fait une concertation un peu continue pour entendre justement ces différents changements. Par exemple, ce que disait Céline tout à l'heure sur le lotissement de la Baumière, ça c'est quelque chose de nouveau et on met en place quelque chose de nouveau parce qu'il y a un quartier d'habitation nouveau. Je vous remercie. Merci. Alors, je vous ai mis là à l'écran une remarque de Monsieur Trapeau aussi. Il semble que les projets de lignes performants écologiques soient très orientés de Clermont vers les communes et communes vers Clermont. Mais quid des nouvelles lignes de communes vers communes? On vient de donner des exemples et des réponses à cette question. Ce que je vous propose, c'est peut-être avant de continuer les questions et de donner la parole, c'est de passer la parole à Monsieur le maire pour la présentation de la contribution de la ville de Beaumont. Alors, je vais repartager l'écran, voilà, avec la contribution de la ville de Beaumont. Monsieur le maire, je vous donne la parole et je déroule. Merci. Alors effectivement, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, et je me félicite, je remercie les personnes qui ont posé des questions, comme d'ailleurs l'ensemble des élus beaumontois avec lesquels on partage la finalité, même si on peut parfois sur des chemins à emprunter être un petit peu en divergence, mais je crois que sur la cible finale, nous sommes convergents. Et vous évoquiez tout à l'heure, et je reprends dans un des propos d'ailleurs qu'a dit François Rage dans son propos introductif, la connexion donc au centre hospitalier. Le CHU Gabriel Montpied est pour partie sur la commune de Beaumont, sur partie sur celle de Clermont, et l'ensemble des accès utilise, à part ceux qui viennent du nord, mais toute la partie qui vient du sud transite par Beaumont. Donc c'est aussi un des éléments, et puis cette nécessité d'avoir des parcs relais, parce que il n'y a une utilisation des transports en commun que si les habitants peuvent laisser donc leur véhicule sur un parc relais. Donc c'est ce qui a conduit la réflexion. Donc si vous voulez bien avancer les diapositives. Voilà, pour essayer de se situer dans l'espace, mais comme je pense que toutes celles et ceux qui sont avec nous sont originaires de ce grand ensemble sud-ouest de la métropole, vous avez ici, si vous pouvez visualiser ma souris, donc le cœur de ville, avec en son centre la mairie d'où j'interviens ce soir, et vous avez un peu plus bas, si on descend, donc le rond-point du Pourlia, que je pense tout un chacun connaît. Ce rond-point du Pourlia aurait offert une situation idéale pour faire un parc relais. Malheureusement, il est soit utilisé par des activités, on va dire, artisanales, industrielles et commerciales, ou il accueille le plus gros, je crois, bassin d'orage d'ailleurs métropolitain. Donc nous nous sommes projetés un petit peu plus loin au rond-point de la déchetterie de Romagna, que vous voyez tout en bas, donc tout en bas ici de l'écran, parce que ce rond-point-là permet un accès à une zone que vous voyez en hachuré ici, en forme de triangle sur la diapositive qui est à l'écran, et qui offre donc une emprise foncière importante sur laquelle la commune a pour partie la maîtrise foncière. C'est une zone qui avait été projetée il y a un certain nombre d'années comme une possibilité d'extension urbaine par de la construction, qui ne l'est plus aujourd'hui par rapport à des données donc écologiques qu'il nous faut prendre en compte, mais qui peut être compatible avec la mise en place d'un parc relais qui offrirait une très bonne accessibilité et qui pourrait répondre à une partie des personnes donc venant de Pérignal et Sarlève, bien sûr de Romagna dans sa quasi-totalité, puisque là on a un accès direct depuis Romagna, et pour tous ceux qui viennent de l'ouest, donc une partie de la circulation de Serra, dont nous voudrions écarter une partie du flux qui passe actuellement par l'avenue du Mont-d'Or et l'avenue du Maréchal Leclerc pour descendre sur Clermont via
Vallière, et puis au-delà aussi, bien sûr, sur Saint-Genès-Champagne. Alors, ce projet-là que je vais vous présenter rapidement, je l'ai présenté à mes collègues, les maires des communes que je viens de citer, qu'ils le voient plutôt d'un bon œil, avec aussi une possibilité de raccordement à des contributions spécifiques qui pourraient intervenir. Je pense notamment à Serra. Saint-Genès-Champanel, je le disais, a une configuration particulière parce que la descente sur Clermont se fait par plusieurs voies, mais c'était tout à fait compatible avec des schémas qui peuvent exister sur la commune. Donc, au-delà de la création de ce parc relais, l'idée serait de rejoindre, et si vous pouvez passer, je pense, à la diapositive suivante, on le visualisera mieux. Voilà. Par rapport à ce parc relais, c'est de rejoindre la route d'Aubière actuelle qui passe devant, qui ne rejoint pas directement le rond-point du Pourlia, mais qui rejoint au niveau de l'angle du cimetière de Beaumont vers la station de lavage, en passant devant la partie où il y a Picard, où il y a donc le terminal de Cuisson. Voilà. Donc là, on peut avoir une desserte très rapide en bus qui rejoint après sur une emprise foncière, et on le voit sur la zone qui est en trait le plus gros sur le plan, une emprise foncière qui a été faite il y a de cela maintenant sans doute largement une cinquantaine d'années pour les premières hypothèses, qui était pour la liaison sud-ouest, cette fameuse LUSO pénétrante sud, peu importe les appellations, qui devait permettre donc de drainer un flux de véhicules pour les amener sur le centre métropolitain, ce qui bien sûr aujourd'hui n'a plus aucun sens, mais qui offre la possibilité de laisser cette emprise foncière sur laquelle il peut être facile, et on doit le voir plus précisément sur la diapositive suivante, de créer sur cette zone, eh bien, comme ça a été présenté tout à l'heure sur les diapositives précédentes par Jean-Yves Beckler, de faire sur la première partie qui longe l'AFPA jusqu'à la place de la Croix-Neuve une zone de cohabitation, transport en commun et véhicules légers, et à partir de la place de la Croix-Neuve et qui tangenterait le parking du CHU sur sa partie ouest, de rejoindre la place Henri-Dunant en site mode doux avec voie pour bus et voie pour piétons et cyclables. Ce qui permettrait et qui serait tout à fait, je veux dire, en complémentarité avec les travaux que nous sommes en train d'engager sur la rue de l'Hôtel de Ville, où nous voulons aussi réduire la part de présence des véhicules personnels, pour permettre, à partir de ce que j'appelle de mes voeux une station C-Vélo devant l'hôtel de ville, pour pouvoir se raccorder à cette partie. Et ça pourrait, entre autres, être une réponse à la préoccupation fort légitime que M. Doupeux évoquait tout à l'heure, sur la difficulté à se déplacer donc sur la rue Alexandre Varenne. Et malheureusement, nous ne pourrons pas, je ne sais plus qui l'évoquait tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Yves Beckler, avoir une vision haussmannienne et retravailler cette rue. Elle restera dans la configuration où elle est parce qu'il y a des constructions de chaque côté, mais nous pourrions un peu plus à l'est, eh bien, faire une voie dédiée au bus et au mode doux de déplacement qui offrirait une sécurité et une facilité de se rapprocher de la ligne A. Donc voilà sur, si vous voulez, très rapidement, je ne sais pas s'il reste une dernière diapositive sur cette présentation, voilà, sur ce que serait la partie mode doux à créer bien le long du parking de l'hôtel de ville, c'est-à-dire derrière les constructions qui sont aujourd'hui sur cette rue Alexandre Varenne, à l'arrière de la partie à droite en descendant la rue Alexandre Varenne. Voilà, et vous avez la représentation un petit peu finalisée de cet ensemble, donc avec d'une part le parking relais, avec eh bien, un cheminement que l'on pourrait faire sous la RD 89 qui permettrait pour des piétons, puisqu'il y a la zone de Romagna où il y a du monde, donc des gens qui pourraient laisser leur véhicule, traverser sous la chaussée en toute sécurité pour rejoindre la zone artisanale de l'autre côté, aller dans les transports en commun, et ça offrirait aussi une facilité pour le CHU qui aujourd'hui a un parking qui est en saturation, et on le voit avec les nouvelles constructions qui sont nécessaires. Donc là, avec un transport en commun cadencé qui passerait donc depuis le parc relais pour rejoindre le CHU, on est à 5 minutes de transport, 5 à 6 minutes, donc ça peut être une opportunité. Donc voilà cette contribution, encore une fois, c'est
c'est la contribution de l'équipe municipale de Beaumont qui profite d'opportunités. Vous avez ici de présenter donc le parking que l'on pourrait faire, quelque chose aussi de très végétalisé, puisque François Rage l'évoquait, c'est aussi une volonté de verdir, d'organiser l'espace public. Voilà, donc cet ensemble-là, qui est une réflexion qui est issue aujourd'hui de la ville de Beaumont, que l'on souhaite, on va dire, complémentaire de celle que les collègues des autres villes peuvent faire et qui pourrait s'intégrer dans le projet global qui nous a été présenté tout à l'heure. Merci, monsieur le maire. Il y aura peut-être des réactions sur, sur cette contribution. Oui, pardon, je croyais que quelqu'un voulait prendre la parole. Alors, je vous propose de repasser aux questions. Puis alors, il y a une ou deux questions écrites. Ensuite, on donne la parole au public pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, je repartage mon écran vers les questions. Voilà. Alors, question sur le réseau. Alors, la future, monsieur, alors PMZ, la future ligne 27 semble avoir deux branches à Romagna, une vers Gergovia et une vers Hopm. Est-ce que c'est ce qui est prévu? Et la future ligne 8 sera-t-elle en forme de boucle de Vallières à Beaumont en passant par la gare? Pourrait-on la découper en deux lignes qui pourraient être prolongées pour des meilleures connexions nord-sud? Vallières, gare Ikea d'une part et Beaumont, Carmes, CCI d'autre part, par exemple. Alors, je vous dis ça pendant que je ne partage rien. Voilà, ça y est, c'est fait. Et voilà, et monsieur Mazot est un habitué de la concertation. Il pose toujours beaucoup de questions, voilà, qui parfois font frémir Jean-Yves Béclair, parce qu'elles sont redoutables de précision. Exactement, et c'est très bien. Et du coup, il y aura une partie de la réponse qui sera aussi apportée par Céline, notamment sur la première partie. Donc, les éléments, hein, c'est aussi pour ça qu'on vous entend. Et la contribution d'ailleurs de la ville de Beaumont amène à imaginer aussi les choses différemment sur l'ensemble des lignes du réseau Silhouette de demain. Alors peut-être, Eric, si vous pouvez remettre simplement la présentation du réseau Silhouette, s'il vous plaît. Oui, je vais faire ça. Hop. Ce sont toujours les aléas du direct. Voilà. Ou peut-être... Le zoom? Oui, ce sera mieux. Ce sera mieux pour mes lunettes. Voilà. Donc, la ligne 27, là, telle qu'elle est présentée, comme vous le voyez, c'est le trait vert. Voilà. Et donc, il en est... Vous voyez, on n'est pas encore à la rue. Donc, c'est un peu tôt pour pouvoir vous dire précisément où elle va passer. Pour l'instant, elle n'a pas d'antenne. Voilà, elle n'a pas d'antenne, elle est d'une seule traite. Le petit trait que vous voyez, voilà, tout en bas, voilà, Céline me complétera, ça fait partie des artefacts hein, de la présentation du réseau Silhouette, simplement pour noter en fait les lieux d'intérêt du système. Voilà. Ensuite, vous voyez, on n'est pas à la rue, ce que je veux dire, donc on ne peut pas tracer les choses aussi bien. Ensuite, sur la ligne 8, ben, comme vous le voyez, c'est aussi une des questions qu'on a à Beaumont. Ce qui est en jeu aussi, c'est le sujet de la desserte de la clinique de la Châtaigneraie, où il y a aujourd'hui, en pratique, deux options, hein, avec la ligne 8, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et on a au-dessous, au sud, la ligne 4. Voilà, donc ça fait plusieurs années qu'on réfléchit sur ce sujet-là, et ça fait encore partie hein, des sujets ouverts de discussion. Donc, pour répondre précisément à votre question, il n'est pas impossible que la ligne 8 elle-même soit amenée à évoluer par rapport au réseau Silhouette qui est ici, en fonction hein, de ce qu'on retrouvera dans la concertation au fur et à mesure des remontées des uns et des autres. Peut-être Céline, tu peux compléter et sur la 8 et sur la 27 ? Oui, simplement peut-être pour dire qu'on est, comme dit Jean-Yves, sur une notion de tracé et qui sont des tracés qui ne sont pas encore complètement précis.
Après, on va rajouter donc la précision en lien également avec les points d'intérêt qui seront définis et les différentes concertations incluses dans la concertation continue que j'ai décrite tout à l'heure. Et après, il y a aussi toute la question de la fréquence des lignes et de quel intérêt on a à faire passer plus souvent telle ligne à quels endroits. Donc, c'est aussi pour, au-delà du tracé que vous signalez, monsieur, préciser qu'en fonction des objets et en fonction des points d'intérêt d'une ligne, on va aussi pondérer la ligne avec un plus grand nombre de passages ou un moins grand nombre de passages sur la base de notre connaissance. Voilà. Merci. Alors, je vais repartager les questions. On va en prendre, il y a une question, une remarque, et puis ensuite on passe la parole au public. Alors, est-ce que vous avez mes questions? Donc, merci au maire de Beaumont pour cette présentation très intéressante. Comment les habitants de Romagna pourront rejoindre ce nouveau P+R en mode doux parking relais, traversé de la 2x2 voies par des cyclistes et des piétons au niveau de la déchetterie? Alors, est-ce que monsieur Cusin, vous souhaitez répondre à cette question? Oui, enfin, je peux essayer. Alors, encore une fois, le projet est aujourd'hui beaumontois. J'espère que demain, il sera SMTC métropolitain, mais il demandera de toute façon à être retravaillé. Enfin, si vous pouvez montrer peut-être l'avant-dernière diapositive où on voyait un passage, parce que effectivement, pour les personnes de Romagna, l'accès, voilà, celui-ci est parfait. Donc, il y a tout à fait en bas le rond-point de la déchetterie qui permet un accès direct de Romagna depuis, depuis la descente de l'ancien lycée, la traversée de la petite zone artisanale de Romagna. Donc, ça veut dire qu'on a un flux de personnes important et en mode doux, on prévoit, c'est ce qu'on a positionné un petit peu plus haut, c'est cette traversée donc sous la 89, sous la RD 2089, qui permettrait de rejoindre le parking pour prendre des transports en commun, ralliant cette fois-ci la ligne A sur le CHU pour les piétons et les cyclistes, parce que effectivement, on a pleinement conscience que la traversée de la 2089 n'est pas du tout adaptée et serait dangereuse pour des vélos. Donc, c'est bien quelque chose que l'on a intégré. Il y a plein de questions qui arrivent. Merci, monsieur le maire. Alors, j'avais promis de passer la parole au public. Donc, j'ai monsieur François Ulrich qui souhaite prendre la parole. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Très bien, je vous remercie. Donc, je suis élu à Beaumont, un membre du groupe Unis pour Beaumont et par ailleurs membre de l'association de l'Atelier de Gauche du canton de Beaumont. Voilà, donc c'est dire qu'on s'est penché sur la question. Pour ce qui est de la présentation qu'a faite monsieur le maire, j'ai pas grand-chose à redire. C'est un projet qu'on porte et qu'on soutient depuis longtemps. Juste à ce sujet quand même, on regrette beaucoup que il n'ait pas été anticipé au niveau du rond-point du Pourlia. Quand le centre de tri de la Poste a été vendu, c'est un petit peu dommage d'avoir laissé passer l'occasion, parce que c'était plus naturel de faire un parking relais à cet endroit-là que d'aller le faire au niveau du parking du rond-point de la déchetterie. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, je n'évoque pas ce regret juste pour regretter, mais pour dire l'urgence. Cette fois-ci, il ne faudrait pas rater l'occasion, parce que sinon, on n'y arrivera plus jamais. Et une autre remarque, sur le dépliant 4 pages du projet Inspire, parmi les enjeux du projet, le premier enjeu qui est signalé, c'est « et si on réduisait la voiture en centre-ville au singulier ?» C'est-à-dire que visiblement, il s'agit du centre-ville de Clermont-Ferrand. Et comme vous le rappeliez, la métropole comporte 21 communes et il y a des centres-villes, dont celui de Beaumont, qui est largement saturé. Et il ne faut pas rater l'occasion de ce projet Inspire pour décongestionner le centre-ville de Beaumont. Ça n'est agréable ni pour les automobilistes et encore moins pour les piétons, les cyclistes et tous les habitants de Beaumont. Donc voilà, le projet qu'a présenté M. Cusin nous paraît très intéressant et
On espère bien qu'il sera repris par les maires du Sud, de Romagna, de Serra, et que le SMTC et la métropole en tiendra compte. Depuis qu'on parle de l'avenue Sud, ce serait peut-être temps de s'y mettre avant que revienne le problème du remplacement du tram, puisque ce sera sans doute l'autre grand projet du SMTC. Je vous remercie. Merci, monsieur. Et puis, bien noté, effectivement. Voilà. La question des centres-villes. Quand on a écrit au centre-ville, en fait, on aurait dû écrire en centre-ville, ça aurait été meilleur, puisque dans plusieurs communes, en fait, et j'ai essayé de le dire tout à l'heure, dans plusieurs communes de la métropole, c'est bien ça qui est en jeu, et c'était vrai, on l'a indiqué tout à l'heure, dans les lieux d'intensification ou les lieux de projet, comme on les a appelés, par exemple sur les 2 nœuds de Chamalières et de Cournon d'Auvergne. On corrigera sur les prochains documents de communication. Merci, monsieur. Alors, toujours sur le projet de Beaumont. Alors, attendez, parce que là, je ne sais plus ce que je partage comme écran, donc je vais revenir, c'est pas grave. Voilà. Hop, donc les questions. Alors, monsieur Doupeux, j'apprécie ce projet Beaumontois, le parking du CHU étant déjà saturé. N'avez-vous pas peur que les personnes souhaitant se garer au CHU se garent dans les rues alentours? Monsieur le maire. Notre objectif, c'est justement de leur offrir des conditions à la fois de stationnement et des possibilités de rallier le CHU qui les dissuadent de cela. Parce qu'encore une fois, on n'a pas d'éléments de coercition. Et quand je parlais tout à l'heure de limiter, pour répondre peut-être sur ce point à François Ulrich qui vient de s'exprimer, c'est qu'effectivement, on ne va pas pouvoir mettre un octroi à l'entrée de Beaumont. Donc, il faut créer des conditions, et je pense que c'est un des enjeux majeurs d'ailleurs de ce projet, c'est créer des conditions pour qu'il y ait une substitution par rapport aux véhicules personnels aujourd'hui, des voitures avec une seule personne à l'intérieur, qui puissent les poser dans des conditions qui ne soient pas compliquées, qui soient aux abords des grands axes drainants, et que de là, il puisse y avoir des transports en commun. Donc, et également permettre de développer les modes doux de déplacement, ce qui, sur la commune de Beaumont, pour le coup, qui a sans doute un relief un peu accidenté, est très déficitaire par rapport à l'ensemble de la métropole et à certaines communes qui ont peut-être engagé cette réflexion plus tôt ou qui sont dans des conditions aussi topographiques qui ne sont pas les nôtres. Merci. Tant qu'on parle des parkings relais, il y a une question de Robin. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole pour dire que les parkings relais, alors c'est plus une remarque d'ailleurs, ne semblent pas populaires dans l'agglomération, par exemple celui souterrain du CHU Montpied. Alors Robin, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Robin Bailly, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je suis un habitant de Beaumont, j'habite rue de la Garde, donc pas très loin du futur projet de pénétrante. En fait, moi, ma crainte, c'est que ce projet de pénétrante laisse passer les voitures aussi. Et j'aimerais savoir si le choix a déjà été fait, peut-être Monsieur Cusin pourra me répondre, parce qu'en fait, ma crainte, c'est qu'un automobiliste, s'il vient du sud de l'agglomération, il aura tendance à rester dans sa voiture et à délaisser le parking relais. J'ai peur que ce schéma se répète aussi au sud de l'agglomération. Merci. Monsieur Cusin, et puis peut-être sur la question des pénétrantes et des parkings relais, ensuite on pourra donner la parole soit à la métro, soit à Jean-Yves. Pour le coup, je vais revenir pour répondre très directement, et je remercie M. Robin de me permettre cette possibilité. Je n'ai sans doute pas été suffisamment explicite tout à l'heure, et je pense qu'il faut sortir de l'appellation de pénétrante, parce que ce n'est pas une pénétrante que l'on veut faire. Ce que l'on projette, et vous qui connaissez bien ce quartier pour l'habiter, c'est à partir de la place de la Croix-Neuve, utiliser l'emprise foncière existante pour faire un passage, et je reprends un TCSP, donc site propre pour les transports en commun, et également une voie avec un mile mode doux, déplacement piéton et vélo, et végétaliser tout cet ensemble pour apporter des arbres, utiliser. On a une emprise foncière aujourd'hui qui de mémoire doit être de 36 mètres de large, c'est plus que nécessaire pour permettre de réaliser donc voie bus, vélo, piéton. Donc profitons-en pour faire entrer
de la nature dans la ville. Je sais que la ville de Clermont est en train également de réfléchir à la possibilité d'utiliser une emprise de cette ancienne Luso qui longe la voie ferrée et qui va en direction de Chamalières. Donc, imaginez la possibilité que vous auriez pour partir, et que nous aurions, parce que je me mets dedans bien volontiers, prendre un vélo devant la mairie de Beaumont, utiliser ce que l'on va faire, donc la rue de l'Hôtel de Ville, où on aura une voie vélo, l'esplanade du 8 mai, rejoindre la place de la Croix-Neuve, rejoindre le devant du CHU, et la prolonger par la voie vélo qui longerait la voie ferrée, qui peut nous amener jusqu'à un autre équipement communautaire, qui est le bassin nautique des Roches à Chamalières. Donc, vous voyez, toute cette interconnexion, et c'est vraiment l'enjeu que l'on a, c'est de définir la ville, et la ville au sens large, c'est-à-dire notre métropole demain, sur ces axes-là. Et je pense qu'on est tous en phase. Enfin, quand je lis, et moi je me félicite de la qualité des questions et des remarques que vous faites, parce que ça nous conforte tout à fait dans cette réflexion qu'on a faite, sans doute un peu vite, en quelques semaines, à peine quelques mois, pour la proposer donc au SMTC. Et puis maintenant, c'est à nous d'en permettre l'intégration dans ce projet, pour que ce périmètre, donc ce quart de couronne sud-ouest métropolitain, profite pleinement de cette évolution de notre agglomération dans les années qui viennent. Merci, monsieur le maire. Il y en a d'autres, hein, des questions. Il interroge beaucoup et voilà, vous avez pas mal de questions qui continuent à être posées. Qu'en est-il de la desserte de la clinique de la Chataignerée? Est-ce que justement, il ne faudrait pas utiliser le projet que vous présentez, cette contribution pour la desservir? Au niveau des nouveaux quartiers, quelle desserte est prévue pour la ZAC du Prat de Romagna? Je ne parle pas des immeubles de bière. Et mon quartier de Beaumont n'est pas desservi, sans maison avec Auchan, botanique, funérarium. Est-ce prévu de passer au rond-point du funérarium? Le projet Beaumontois ne devrait-il pas permettre de rejoindre la Chataignerée en bus? On l'a dit tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si vous voulez répondre. En tous les cas, ce sont des questions qui sont posées. Il y avait un sujet sur les parkings relais. Est-ce que Peut-être on en profite? Ouais, oui, pour peut-être Pauline, du en coup, peut parler. aussi en dire un mot, hein, sur la localisation des parkings relais et puis sur la manière dont on essaye aussi de changer notre point de vue par rapport aux parkings relais existants, ceux qu'on a construits à l'époque du tramway. Peut-être Pauline? Oui, merci Jean-Yves, bonsoir à tous. Donc en effet, sur la question des parkings relais, on réfléchit à l'échelle des lignes B et C, mais aussi à l'échelle du réseau restructuré, et on réinterroge en effet les parkings relais existants. Donc au niveau des parkings relais, on a fait déjà des retours d'expérience d'autres collectivités en la matière, et en fait les conditions de réussite des parkings relais sont les suivantes, à savoir être ni trop près ni trop loin du centre-ville, de la ville principale, de la ville-centre, de se situer en amont de la congestion. Et la question de la tarification est importante aussi, parce qu'on s'aperçoit que dès qu'il y a tarification, il y a ce qu'on appelle la fuite au péage. Donc on perd des usagers dès que le parking relais n'est pas complètement gratuit pour l'usager. Donc vous parliez, enfin tout à l'heure, dans la question, il y avait la question du P+R d'Henri Dunant, donc au niveau du CHU Montpied. En effet, celui-là est aussi réinterrogé dans le cadre de cette étude stratégique sur la parking relais de manière générale. Donc, je n'ai pas encore le devenir du parking relais Henri Dunant, qui finalement fonctionne quand même, hein, quand on regarde le nombre d'usagers, il fonctionne. Est-ce qu'il n'est pas assez lisible, visible, et il est aussi très proche du centre-ville de Clermont déjà, donc est-ce qu'il correspond aux conditions de réussite? Bon, à continuer d'étudier. Par rapport au parking relais du hors ligne B et C, donc on voit bien que comme il vous a été présenté, l'étude de restructuration du réseau en est à une phase d'étude préliminaire, un réseau silhouette, alors que la question des parkings relais, il faut qu'on ait un réseau stabilisé, parce qu'on doit croiser les axes structurants d'accès à la métropole avec ce réseau restructuré, donc il faut que ce soit très précis. Un parking relais, s'il n'est pas relié directement à une station de bus, ne sera pas efficient. Donc voilà, c'est en cours.
Et puis, je vous invite à participer à l'atelier spécifique sur les parkings relais qui va avoir lieu le 22 mars parce que cette étude stratégique est en cours et puis on a besoin d'un retour des usagers potentiels de ces parkings relais pour trouver le bon emplacement parce qu'un retour d'expérience nous dit aussi que ça ne sert à rien d'aller multiplier les parkings relais à l'échelle d'une métropole. Il faut qu'il y en ait peu qui soient bien placés pour qu'il y ait vraiment la meilleure visibilité et lisibilité possible pour l'usager. Donc, où sont situés les P+R dans le secteur sud? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui et voilà, je vous invite à participer à l'atelier dédié. En tout cas, il y a déjà une contribution de la ville de Beaumont pour en positionner un. Peut-être, Eric, pardon, oui, juste parce que je veux bien revenir sur la petite question réseau qui était juste avant. Quand on parlait, on était à côté du botanique, je pense. Alors, c'était pas celle-ci. Parce que si c'est bien le cas, je voulais simplement peut-être dire un mot là-dessus. C'est pas celle-ci non plus. Alors, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai cru entendre une question sur la zone, par exemple, où on est sur la rue Copernic ou la rue Galilée. En tout cas, ce morceau de… Il y avait une question sur le funérarium. Oui, je pense que… Voilà. C'est une question de Luce. Vous allez la retrouver. Oui. Mon quartier de Beaumont n'est pas desservi avec Auchan botanique, funérarium, et c'est prévu de passer au rond-point du funérarium. D'accord. Alors, du coup, ça m'intéressait si la personne est en ligne, si elle pouvait me dire dans quelle rue précisément elle habite, du coup. Alors, Luce, alors monsieur ou madame? Oui, bonjour, bonjour. Oui, absolument. Oui, excusez-moi, oui. Bonsoir à tous. Oui, j'habite rue Copernic, moi, dans… Très bien. Ok, c'est très clair. Ok. Donc, du coup, le long de la 4 voies, enfin, coincé entre la 4 voies et l'Artière. Voilà, tout de suite, on prend nos voitures pour emmener, on est bien tout sûr. Un lotissement, là, prend nos voitures pour emmener nos enfants au bus, quoi. Absolument. Donc, en fait, alors du coup, je profite de votre question parce que c'est aussi important qu'on puisse se dire les choses telles qu'elles sont. Ça fait partie des quartiers qu'on sait très mal desservir, pour être tout à fait clair, en transport en commun. Ils sont pas très accessibles. Aujourd'hui, ils sont un peu à l'écart. C'est ce que vous constatez d'ailleurs tous les jours. Oui, et on manque un peu de densité pour pouvoir proposer réellement une offre qualitative. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, même si c'est décevant d'une certaine façon, c'est que pour un certain nombre d'habitants de la métropole, malheureusement, il n'y aura pas non plus de solution idéale le 1er janvier 2026. Et pour un certain nombre d'entre vous, vous risquez d'en faire partie. La voiture restera encore un moment, un élément important de de vos motifs de déplacement, même si grâce au parking relais, grâce à d'autres façons de faire, ou l'usage du vélo, pour pouvoir aussi rejoindre un certain nombre d'équipements avec on va essayer de mettre aussi des stationnements à proximité des arrêts de bus. Il y aura d'autres façons de pouvoir se déplacer. Malgré tout, dans un certain nombre de cas, et c'est sûrement le cas chez vous, ce n'est pas très simple de faire venir demain des lignes de transport en commun dédiées. Voilà. Donc, je voulais en profiter pour le dire parce que c'est important aussi qu'on puisse partager ces éléments-là ce soir. D'accord, merci. Merci. Alors, il y a Madame Hélène Veillant qui souhaitait prendre la parole. Madame, on va ouvrir votre micro. Voilà, et vous pouvez l'activer grâce au petite icône micro. Ok. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, madame. Hélène Veillant, je suis également élue au conseil municipal de Beaumont, dans le groupe Unis pour Beaumont. Vous avez compris qu'on se mobilise fortement sur cette question de la circulation et des mobilités à Beaumont. Alors, moi, je voulais compléter un petit peu les questions qui ont été posées et puis la présentation du projet de la mairie de Beaumont en essayant d'avoir des informations plus en avance sur les questions de financement, puisqu'en fait, ce projet qui est présenté et qui est tout à fait intéressant n'a pas été financé au départ dans le projet de restructuration du réseau. Alors, dans ce projet global Inspire, que restera-t-il justement pour des propositions qui vont émaner de la concertation
qui a lieu en ce moment, d'un point de vue financier, en fait. Quelles seront les marges de manœuvre pour pouvoir amender le projet? Quelles seront les marges de manœuvre qu'on pourra activer justement pour ces aménagements qui vont être proposés maintenant, sachant qu'effectivement, il y a d'autres gros investissements qui vont venir. Et donc, notre crainte, c'est que tous ces aménagements urbains supplémentaires ne puissent pas être financés à la hauteur de ce qu'on voudrait. Merci, madame. Jean-Yves Béclair, peut-être François Rage sur la question des financements? Non? Oui, je pense qu'il y a une partie que je vais laisser clairement à mon président parce que ça dépasse de beaucoup le cadre de ce projet. Donc, ce que je peux dire, par contre, qui est bien dans le cadre de ce projet, c'est que la mise en place de nouvelles lignes, et c'est le cas dans ce réseau au 1er janvier 2026, on a dit 20% d'offres supplémentaires, pour moitié sur les lignes BSC, pour moitié sur le reste du réseau. Quand on dit pour moitié sur le reste du réseau, on parle d'1 million de kilomètres. Et ce million de kilomètres, c'est-à-dire de l'offre, ça fait bien partie intégrante du projet. Quand j'ai dit 240 à 280 millions d'euros, je parlais là des investissements. Mais après, et ça c'est pour toujours, il y a évidemment le fonctionnement qui va avec l'offre supplémentaire. Voilà. Donc, elle est bien partie intégrante du projet. Dès lors, donc, si le réseau restructuré intègre du coup la composante du projet dont vous nous avez parlé, dont Monsieur le maire nous a parlé ce soir, plus précisément, alors il y aura déjà cette réponse en offre qui fait bien partie du panier du SMTC. Ensuite, plus globalement, pour les aménagements urbains qui sont complémentaires d'une certaine façon de ce qu'on fabrique avec les lignes et puis peut-être demain les autres lignes que les lignes B et C, je renvoie un peu le sujet au président François Rage s'il veut en dire un mot. Oui, merci Jean-Yves. Oui, je veux bien dire un mot. Alors, le renvoyer à François Rage, c'est le renvoyer en fait à l'ensemble des maires de la métropole, puisque le président de la métropole, Olivier Bianchi, s'est engagé à ce que pour cet été, peut-être même au mois de juin ou tout début septembre, un plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire un recueil de l'ensemble des investissements qui seront faits dans les années à venir, puisse être validé et présenté. Donc, à l'intérieur de ce plan pluriannuel d'investissement, on trouvera bien évidemment le projet tel qu'il vous est présenté aujourd'hui, et puis on pourra trouver, si les maires le décident ensemble, des projets annexes qui peuvent être autour de parking relais, qui peuvent être autour d'aménagement de place, etc. C'est un vrai débat, une vraie négociation qui va avoir lieu entre l'ensemble des maires. Je veux juste dire un mot, je ne veux pas casser l'ambiance là-dessus, mais aujourd'hui, on est sur une temporalité un tout petit peu différente quand même entre ce qui vous est présenté là, qui est au niveau d'une concertation, donc qui a été réfléchie et travaillée très minutieusement pendant 2 ans, pendant des entreprises, etc. Et la proposition très intéressante de Beaumont, enfin de Jean-Paul Cusin, de son maire, via son maire, qui est plus aujourd'hui sur une esquisse et qui nécessite qu'elle soit retravaillée. Donc, ce décalage peut aussi permettre que ce projet, il réintègre le projet définitif au fur et à mesure que le plan pluriannuel d'investissement se mettra en œuvre. Donc, aujourd'hui, il y a des aménagements qui peuvent rentrer dans le cadre des 240-280 millions d'euros. C'est des choix qui sont faits et des propositions qui peuvent être faites par les citoyens. Il y a des aménagements plus lourds comme celui qui est proposé ce soir et qui est vraiment, à mon avis, d'un point de vue métropolitain, très intéressant et qui peuvent re-rentrer dans le projet par un autre biais. Et ce sera une négociation entre tous les maires. Et je compte sur la bienveillance de chacun pour qu'on puisse s'entendre et définir un vrai projet métropolitain, puisque c'est ça aujourd'hui qui doit nous guider, c'est d'avoir des projets qui font sens dans cette métropole. Merci beaucoup. On continue nos questions. Alors, une question de Aurel. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole pour intervenir. Aurel, est-ce que vous souhaitez… Voilà, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, j'habite à Beaumont. Je suis à 5 minutes à pied de la mairie, donc de l'arrêt de bus qui est juste à côté de la mairie. Et je travaille à côté de la gare. Donc, aujourd'hui, je ne prends pas du tout le bus ou très rarement pour aller à mon travail, simplement parce qu'il faut que je compte 40 minutes en bus, alors qu'en voiture, je mets 15 minutes maximum. Donc, moi, je voulais savoir s'il y aurait des améliorations sur la desserte pour réduire ce temps
afin d'inciter un maximum de personnes à prendre le bus et à ne plus prendre leur voiture. Merci, madame. Alors, qui répond? Jean-Yves Béclair. Céline. Oui, pardon. Céline, parce que j'étais en train de chercher mon guide horaire, mais peut-être que Céline a été plus rapide que moi. Non, ce n'était pas le guide horaire, moi, que j'aurais sorti. Simplement que la réflexion, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une volonté incertaine de réduire, en fait, les temps d'accès. Donc, ce que vous décrivez, au final, il y a le temps de trajet plus les 5 minutes et 5 minutes qui comptent et finalement qui rendent moins concurrentiels, on va dire, les transports en commun que la voiture. Parallèlement, il y a aussi une réflexion qui va être menée et qui a débuté sur les aménagements en fait, et les solutions qui nous permettent de faire gagner en fait, de la vitesse en favorisant les bus plutôt que la voiture dans des lieux qui peuvent être des lieux d'intersection comme les feux ou des lieux d'insertion. Et donc en fait, c'est effectivement une réflexion globale qui est menée pour permettre de gagner du temps et de rendre de plus en plus concurrentiel le bus par rapport à la voiture particulière. Voilà. Alors, du coup, pour prolonger cette réponse, si je regarde le guide horaire, qui est notre Bible, bien sûr, en matière de transport en commun, vous voyez, par exemple, le matin, à Mairie de Beaumont, vous avez un bus à 6h41 qui vous amène à 7h à la gare SNCF. Donc là, on met que 19 minutes. Mais bien sûr, quand on prend le bus à 8h04, il est à 8h04 à la Mairie de Beaumont et il est à gare SNCF à 8h32. Donc là, il met 28 minutes. Et ça dit très exactement ce que vient de dire Céline, en fait. C'est que cette absence de régularité, elle est due, bien sûr, au trafic automobile et donc à l'absence d'aménagement. Et ça fait partie des éléments qui sont connexes au projet. Vous voyez quand même des écarts extrêmement significatifs sur la ligne 4 entre un moment où il n'y a pas de circulation et un moment où il y en a. Et donc, je pense que vos 40 minutes, c'était effectivement ces 28 minutes avec le temps d'y aller, les 5 minutes, et puis le temps d'attente à l'arrêt de bus. Merci. Alors, tout à l'heure, on évoquait les enquêtes origine-destination. Il y a une question de PMZ qui demande quel est l'intérêt de demander à des gens qui sont dans le bus si le trajet des lignes de bus les intéresse. Les enquêtes origine-destination auraient plus d'intérêt sur des automobilistes. Alors, absolument, dit comme ça, c'est évidemment pas la question qu'on pose dans les enquêtes origine-destination. En fait, ce qu'on demande aux gens qui sont dans le bus, vous voyez, c'est d'où ils viennent et où ils vont. Et en fait, on les mesure à l'entrée du bus, à la sortie du bus, on a des enquêteurs dans le bus et on a des petits modèles qui permettent de constater les gens qui font effectivement des correspondances, y compris des correspondances finalement assez longues pour aller d'un point à un autre. Et en fait, en fonction du temps qu'ils ont mis, on est capable de redresser ça pour savoir combien de gens on aurait dans le bus si le trajet était direct et donc nettement plus court. Voilà. Et donc, il y a toute une partie, en fait, il y a une vraie ingénierie derrière ça. Mais effectivement, tel qu'on l'a présenté tout à l'heure, ça pouvait donner l'impression qu'on était dans ce que vous dites. Merci. Alors, celle-là, il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure. Sur l'intermodalité, alors, est-ce que Sévère 1, 2, 3, 4 veut prendre la parole? Plutôt Pérignal. Oui. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Pour le coup, moi, je suis utilisatrice notamment du tram avec mes enfants. Et je me posais quand même une question sur le plan que vous nous avez montré. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour les Pérignatois, il nous reste toujours la ligne 13 que j'utilise en direction de Margeride. À noter que Margeride, et c'est très bien, est très utilisé, mais que sur les heures de pointe, eh bien, les véhicules sont totalement engorgés, ainsi que le parking relais. Et par ailleurs, je regrette un petit peu l'absence de connexion en direction du Zénith. Voilà, comme une voisine l'indiquait, c'est vrai que la zone du Zénith est en pleine expansion. On est des voisins proches et que je ne vois pas de connexion en direction de cette zone d'activité. Très bien, merci madame. Donc je vous ai remis la carte, peut-être pour la réponse et que tout le monde visualise bien. Donc la zone du Zénith, c'est celle-là. Voilà.
Simplement pour dire qu'effectivement, notre carte, elle ne propose pas de connexion directe entre Pérignal et Sarliève et cette zone du Zénith. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Et donc, on identifie bien sûr votre question. Pour nous, ça veut dire que dans la concertation continue, on va aussi essayer de repérer combien de personnes de Pérignat pourraient être intéressées par une desserte du Zénith. Notre analyse d'aujourd'hui, c'est que il y en a finalement pas tant que ça, hein, c'est pour ça qu'on l'a proposé différemment, mais ça fait partie de tout ce travail de concertation continue que de mesurer un peu plus précisément ces éventuels flux. Demain, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure aussi, à propos du lotissement, donc de la personne de monsieur qui habitait rue Copernic, c'est pas voilà, un réseau ne permet pas de desservir toutes les demandes de point à point, et il y aura bien encore demain 50% de trajets en voiture. Donc voilà, je comprends que ce soit un peu décevant pour finalement des gens qui voudraient aller encore plus vite et vers encore plus de transports en commun et encore plus de modes doux. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des demandes? On arrive à la fin des questions. S'il n'y a plus de demande de prise de parole, on va peut-être se diriger vers la conclusion. Écoutez, oui, est-ce que Monsieur Raj, vous prenez la Je veux bien dire un mot, mais je pense parole, que le maire de Beaumont, Jean-Paul Cusin, fera peut-être une conclusion quand même. Voilà, exactement. Moi, juste dire que je remercie les gens qui étaient aujourd'hui devant leur écran, et je remercie surtout, d'habitude je ne fais pas comme ça, mais là c'est particulier, les élus notamment de Beaumont, d'avoir été force de proposition. Parce que ce projet, comme tout projet complexe, comme tout projet coûteux, il n'a de sens que s'il correspond à des besoins, s'il correspond à l'expertise de terrain et des usagers, des futurs usagers et des élus. Et là, on est vraiment dans cette dynamique-là, et donc vraiment, je remercie les participants et les élus, notamment les élus, d'avoir été en capacité de nous présenter une alternative, voilà, qui n'était pas intégrée et qu'aujourd'hui on a maintenant en tête. Et puis, à l'issue de cette concertation, parce que les choses vont encore bouger, on mesure aussi aujourd'hui ce qui se passe à Chamalières, Roya, etc. Donc, il y a encore plein d'éléments qui peuvent bouger. On pourra se saisir tous ensemble de ces propositions et voir comment on continue à travailler ensemble. L'essentiel était vraiment qu'on ait un projet de mobilité, un projet urbain, un projet écologique en faveur de l'ensemble des habitants de la métropole. Et je crois que c'est ce que chacun s'attache à faire, et vraiment, je félicite tout le monde pour ces prises de position et ces réactions, et je remercie les élus de ce territoire sud de nous avoir accueillis et d'avoir fait la communication de ce projet. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonsoir, Monsieur Cusin. Oui, merci. Écoutez, tout d'abord, merci aux équipes du SMTC d'avoir, dans un contexte très difficile, su organiser ce type de rencontre dont on voit tout l'intérêt qu'elle a pu susciter avec les nombreuses questions, réactions, interrogations. Donc ça, c'est vraiment pour nous une satisfaction. C'est aussi pour moi et pour mon équipe une réelle satisfaction de voir que ce projet puisse être fédérateur, parce que c'est la vie politique et démocratique. Nous avons des oppositions, nous avons des divergences de vues sur un certain nombre de domaines. Ça fait partie de la vie quotidienne. En revanche, que de voir sur un sujet aussi impactant, aussi structurant pour, bien sûr, la ville de Beaumont, mais pas que, parce qu'il y a les communes limitrophes qui partagent la chaussée beaumontoise tous les jours pour aller sur leur travail, pour se déplacer. Donc tout ça, c'est vraiment pour nous une vraie satisfaction de voir qu'il peut y avoir sur des sujets de cette importance, et je ne doute pas que, avec ma collègue conseillère métropolitaine Hélène Veillant, nous puissions, lorsque ce sujet viendra, porter donc l'intérêt qui s'est manifesté ce soir sur ce projet, qui dépasse, encore une fois, je le dis, le strict intérêt des Beaumontois. Et moi, je remercie toutes celles et ceux qui ont posé des questions, qui ont aussi trouvé un intérêt à cette proposition. Donc, je ne doute pas qu'ensemble, nous puissions nous mettre en marche, unis, pour aboutir à cette mise en œuvre et à cette intégration
dans le projet de la métropole et du SMTC. Merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. On vous a mis la suite du calendrier. Voilà, pour tous ceux qui veulent continuer à suivre nos travaux et puis ces échanges. Voilà, donc demain soir, on est à Clermont-Ferrand pour une nouvelle réunion publique. Et puis, on continuera comme ça jusqu'au 24 mars pour les réunions et puis 31 mars jusqu'à la fin de la concertation. Bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir.